C'est vraiment le travail, quoi. Parce que des gens très drôles, j'en connais plein. À tout moment, tu peux dire c'est bon, j'abandonne, en fait, ça sert à rien, quoi. Et là, il a continué et il a bien fait, parce que maintenant, c'est vraiment devenu son taf à temps plein et ça fonctionne super bien, quoi. Épisode passionnant dans lequel on plonge dans le milieu de l'humour et du stand-up avec Jonathan Cartelli. Il est passé de vendeur chez Mediamarkt à 19 ans à agent d'humoriste et producteur de spectacles 20 ans plus tard. Dans cet épisode, Jonathan décortique le monde de l'humour en Belgique, les différents métiers et comment il a réussi à en vivre. Et puis surtout, on retrace sa carrière, de ses débuts avec Florence Mendez et Fanny Ruet, pour qui il organisait des dates pour le plaisir, jusqu'à produire Paul Mirabel au Cirque Royal en 2025. C'est vraiment un des parcours les plus atypiques racontés au micro de ce podcast. Alors profite bien de l'épisode. Jonathan Cartelli, bienvenue sur Donne le rythme. Merci. Coup d'entrée, je vois que tu es passé de vendeur chez Mediamarkt à un petit peu manager, producteur, booker dans le monde de l'humour. J'ai envie de comprendre d'où vient ce déclic. Alors, on va recommencer du début. Ouais. J'ai pas été très bon élève. Ça m'intéressait pas trop. J'ai beaucoup cherché, des options différentes, des écoles différentes, etc. Et je savais pas ce que je voulais faire. Quand tu sors des études et que tu sais pas quoi faire et que j'ai arrêté avant le CESS, enfin tu vois, j'ai arrêté vraiment tôt. Ok. La vente est une possibilité, quoi. Ok. Donc j'ai très vite travaillé dans la vente, d'abord dans une espèce de solderie, tu vois ce que c'est? Un truc où on vend un peu de tout. Hein. Ok. Genre tout à 1 euro. Ouais, exactement. Ok. Où je passais mes journées à remettre les trucs droits dans les rayons. Enfin, tu vois, vraiment pas un travail très exaltant, mais voilà, un premier taf. À genre 17-18 ans? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, 18-19, parce que j'ai vraiment traîné un peu à l'école. Ok. C'était pas mon truc, mais l'ambiance était sympa. Et donc ensuite, là, je bosse avec des collègues qui, elles aussi, remettent des trucs droits dans les rayons. Et il y en a une qui me dit que son frère est intérimaire chez Mediamarkt. Et je sais pas pourquoi, à l'époque, Mediamarkt, c'était le Graal pour moi. Parce qu'elle me dit, oui, ils ont une salle de repos avec une PlayStation dedans et tout. Et moi, à 18-19 ans, je me dis, c'est trop bien, un taf où tu peux jouer à la console pendant ta pause, quoi. Donc elle me dit à quel intérim il s'est inscrit pour y aller, donc je fais la même chose. Et effectivement, quelques jours après, je me fais virer de ce taf parce que j'avais pas beaucoup de motivation à remettre des trucs droits dans les rayons. Donc au bout d'un moment, ils m'ont dit, écoute, t'as pas envie de travailler, donc c'est fini. Et quelques jours après, l'intérim m'appelle pour faire un jour chez Mediamarkt, parce que c'était les soldes, il fallait déplacer des trucs, etc. Donc j'arrive là. Puis je sais pas pourquoi, à la fin de la journée, il y a un des responsables de rayon qui me dit « Tu t'y connais en autoradio ?» Moi, à l'époque, j'ai pas le permis, donc je m'y connais pas en autoradio. Je lui dis oui, parce que voilà, il fallait faire semblant, tu vois. Et puis il me dit « Demain, viens et tu seras au rayon, tu seras vendeur autoradio. » Il me donne une chemise rouge Mediamarkt. Pour moi, c'était un Oscar, quoi. J'avais droit à une vraie chemise de vendeur. Donc le lendemain, autoradio. Puis le gars que je devais remplacer, finalement, n'est jamais revenu, donc je suis resté là pendant quelques mois. Et dans mon parcours scolaire, j'ai fait un tout petit peu d'audiovisuel, mais même pas une année complète. Et puis au bout de quelques mois, on est dans cette salle de repos où finalement il n'y avait pas de PlayStation, donc c'était vraiment un mensonge. Et il y a une des responsables qui dit « Est-ce que quelqu'un s'y connaît en photo ?» Parce que on a un vendeur photo qui vient de partir en maladie, qui reviendra probablement jamais. Et donc moi je dis « Oui, je m'y connais en photo, j'ai fait des études de photo. » Sans donner plus de détails. Donc je me retrouve à bosser au rayon photo. Et donc le gars que je remplace revient jamais. Ils veulent me signer un CDD et ils se trompent, ils me signent un CDI. Ah, vraiment, ils se trompent? Ouais. Okay. La secrétaire de l'époque se trompe de document et donc je signe un CDI. Et là, ça fait combien de temps que tu es chez Mediamarkt? 6 mois. Ok. 6 mois à peu près. Ouais, donc 20 ans, 6 mois chez Mediamarkt. Ouais, je me retrouve avec un CDI. Tout ça sans vraiment... Pour moi, j'ai toujours trouvé que c'était un enchaînement d'un peu de chance, tu vois. Tout s'est bien calé, quoi. Et puis là, je fais quelques années. Je suis resté 5 ou 6 ans, je pense. Ouais, quand même. Puis au bout de 2-3 ans, le responsable du département photo part en dépression, ou en tout cas ne vient plus sur une longue durée. Donc au bout d'un moment, ils vont chercher un remplaçant. Et comme moi, je suis arrivé dans le département photo, je suis arrivé en même temps qu'une collègue qui, elle, a fait des vraies études de photo et qui s'y connaît de ouf. Et au moment où ils commencent à chercher un remplaçant pour le responsable, elle tombe enceinte, et donc forcément, eux se disent, on va pas placer quelqu'un qui tombe enceinte responsable d'un département, ce qui est stupide, on le sait tous, mais eux, ils ont juste pensé organisationnel. Et du coup, je me retrouve responsable du département photo, à gérer des gens
qui eux ont fait des études de photo. Ah, ok. Et donc, je ne veux pas dire que je me sentais pas à ma place, mais je me disais, en y allant au culot, finalement, je me suis retrouvé à devoir gérer des trucs que je ne savais pas gérer, à devoir gérer des stocks, à devoir faire des achats de quantité pour les magasins, etc. Donc voilà, MediaMarkt pendant quelques années sur des malentendus. Et du coup, il y a un peu ce côté à l'américaine, donc fake it until you make it, où tu y vas au culot, tu te lances. Dans ces moments-là, comment tu te sens quand tu prends ce genre de décision, quand tu oses y aller sans connaître vraiment le sujet, tu te dis, qu'est-ce que tu te dis? En fait, je pense que je fais partie d'une des premières générations qui s'est cultivée toute seule parce qu'on avait Internet. Enfin, moi, j'ai eu Internet à 12 ans dans ma chambre, et donc il y a beaucoup de trucs que j'ai appris seul. Et pour moi, c'était pas un problème de dire oui, je m'y connais en photo, parce que c'est vrai qu'à côté de mes études de photo, je faisais des photos, tu vois. C'était pas professionnel, j'avais pas de formation, mais je savais le faire, et donc je pouvais te parler d'un appareil photo, quoi. Et donc tu dis à 12 ans, t'avais Internet dans ta chambre. T'es de quelle année t'as fait 83. Ok, ouais, donc t'as eu en 95, j'avoue que c'était pas... Ah non, mais Internet, c'était en 3 couleurs à l'époque. Ok, ouais, donc t'avoue, t'étais un des OG. Ouais, à l'époque, on était vraiment très peu, et toute cette génération-là, très vite, on a appris à se débrouiller seul. Déjà parce qu'il fallait se débrouiller pour avoir une connexion Internet qui fonctionnait, ce qui n'est pas toujours évident. Okay. Et puis après, très vite, il y a eu des petits tutos, et puis il y a eu des échanges, et puis il y a eu du chipotage informatique. Comment on fait ça? On discute, enfin, tu vois. Okay. Et donc, je pense aussi que c'est en partie pour ça que j'étais pas très assidu à l'école, parce que là, on voulait m'apprendre des choses qui m'intéressaient pas, alors qu'à côté, je pouvais apprendre des choses que moi, je voulais apprendre, quoi. Déjà, merci de nous avoir expliqué le parcours depuis le CESS. L'absence de CESS. J'aimerais aussi que tu te présentes en quelques mots pour que les gens comprennent aussi ce que tu fais maintenant. Et puis on rebouclera la boucle avec ton parcours actuel. Alors c'est très flou pour beaucoup de gens ce que je fais maintenant. Okay. Mais en gros, je fais du management, de la production et de la programmation d'humoristes en Belgique. Ok. Depuis maintenant, combien de temps? Depuis 2018. Très bien. Écoute, merci Jonathan. Donc moi j'ai évidemment envie de creuser ça. J'ai envie de creuser donc ton parcours. Quand je dis ça, c'est le monde de l'humour en Belgique. J'en ai parlé dans l'épisode 5, un de mes tout premiers avec Fanny. Du coup, avec qui tu travailles, qui est une amie depuis maintenant longtemps, avec qui tu as commencé. Ouais. C'est un peu ce qu'elle m'a dit, c'est que vous avez appris en faisant tous les deux. Ouais, exactement ça. J'ai envie de comprendre ce milieu-là, les différents métiers. Alors, j'ai écouté un autre épisode que tu as fait où tu expliques ça, mais je trouve ça intéressant parce que, comme tu dis, je te disais d'ailleurs dans cet épisode, tiens, en soirée, quand je me retrouve à expliquer ce que je fais, c'est pas très simple et tout le monde ne comprend pas. Donc là, on va essayer de décortiquer un petit peu les termes. J'ai aussi envie de comprendre l'économie de l'humour, comment ça fonctionne, comment tu te rémunères, comment les artistes se rémunèrent. Globalement, ton parcours, et puis voilà, on va prendre des différentes avenues en fonction aussi de ce que tu me dis. Okay. Est-ce que toi, il y a des sujets particuliers que tu aimerais bien partager aujourd'hui? Non, pas particulièrement, mais je trouve que j'ai un parcours un peu particulier, atypique, et j'ai l'impression qu'on est de plus en plus à avoir ce genre de parcours, c'est-à-dire à pas forcément suivre les chemins prévus, quoi. Je peux penser à un terme que j'ai appris... Peut-être que je suis un vieux boomer et que je l'ai appris cette année alors qu'il date déjà d'il y a 5 ans. C'est le terme slasher, comme du coup qui est plus connu aux États-Unis. Donc le slash, comme vous voyez un slash, la barre oblique parallèle, pas parallèle, ou la barre oblique dans les caractères. C'est ce concept où tu vas faire un métier slash un autre métier slash un autre métier. Donc t'es slasher, tu fais plein de choses différentes. Oui, mais tu le fais aussi du coup. Moi, je suis clairement slasher, mais je ne connaissais pas le terme. Ah oui, c'est ça. Mais je pense que il y a une génération. Moi, comme je te disais, je suis un peu plus vieux, mais je pense qu'Internet a beaucoup aidé à ça, parce qu'on apprend tous des choses, chacun de notre côté, quoi. Tu m'as déjà un peu partagé, en tout cas la fin de ton enfance, mais est-ce qu'il y a un élément qui est important qu'on apprenne de toi aujourd'hui, de ton enfance, qui nous permettra de mieux comprendre ton parcours aujourd'hui? Je sais pas. Parfois, je me suis souvenu de ça il n'y a pas si longtemps, mais quand j'étais pré-ado ou jeune ado, je me souviens que mon père avait été manager pour un chanteur. Et, mon père, je pense, était un slasher de l'époque, où il essayait de faire plein de trucs, alors avec malheureusement peu de réussite, mais je me suis dit peut-être que quelque part, ça vient un peu de ça, quoi. Ok. Et aussi, je me souviens qu'avec lui, on regardait beaucoup de cassettes d'humoristes, tu vois, des Pirettes et des Likaku, etc. Et c'était un peu notre lien, quoi. C'est un peu ce qui nous... Ok. Notre passion commune, une des seules, mais une qui finalement est devenue importante pour moi, quoi. Et t'as grandi où? Dans quel coin? Charleroi. Ok. Toute ton enfance, tout le temps? Ouais,
Je suis né à Gosselies et j'ai vécu dans pas mal de communes de Charleroi jusqu'à il y a 3 ans où je suis arrivé à Bruxelles. Ok. Qu'est-ce qui a fait que t'as bougé à part le taf? Une séparation. Donc, Ok. je vivais, on avait acheté une maison à Charleroi, etc. Puis après, séparation. Et en parallèle, le métier qui prenait de plus en plus de place et les allers-retours à Bruxelles qui étaient récurrents. Et donc, je me suis dit, quitte à recommencer, à déménager et à tout recommencer à zéro, autant le faire à Bruxelles, quoi. Ok. Toi, au quotidien, qu'est-ce qui te fait vibrer? Dans l'absolu, mon métier qui prend une place assez importante dans ma vie, même privée, parce que la plupart des gens avec qui je traîne maintenant sont des humoristes et avec qui je travaille aussi. Mais il y a vraiment cette connexion entre travail et amitié qui s'est créée et qui, je pense, n'existe pas dans beaucoup de métiers, quoi. Tu vois, souvent, c'est tes collègues et tes amis, c'est tes amis. Moi, ici, c'est pas vraiment des collègues, mais on est amené à bosser ensemble et on est amené à partir en vacances ensemble, quoi. Je trouve que c'est un bon moyen aussi de comprendre l'histoire que tu as réalisée dans le monde de l'humour. Donc, si je comprends bien, ce que j'ai lu, ce que j'ai écouté, t'as une amie à toi, c'est Florence Mendez, qui est humoriste, du coup belge. Que j'ai rencontré sur Internet. Donc tu vois, Internet finalement est quand même un point névralgique de toute cette histoire. Quand tu dis sur Internet, c'était via quelle app, quel média Alors c'était un site qui s'appelait parano.be, Ok. qui était une espèce de site communautaire avant Facebook belge. Ouais. Et je pense que ce serait une histoire folle à raconter parce qu'il y avait des milliers de personnes, des Belges, des Français, des Québécois. Il y avait des soirées qui étaient organisées à Bruxelles où il y avait des centaines de personnes. Et puis tout ça s'est un peu effondré à l'arrivée de Facebook, quoi. Mais je pense que Charlie, le créateur de ce site, qui existe toujours d'ailleurs, mais avec beaucoup moins d'activité, je pense qu'il aurait pas mal de trucs à raconter sur comment j'ai failli créer Facebook, quoi. Ok, je vois, parano.be. Comment j'aurais pu être milliardaire et puis finalement il s'est passé un truc qui a bloqué. Ok. Ouais, 2003-2025. Réseau social discret. Jour-nuit. Ouais, ok. Malheureusement discret, ouais. Très bien. Bon, écoute, tu le connais? Oui, bien sûr. Okay. Enfin, je le connaissais à l'époque. Maintenant, je peux te retrouver en contact si jamais tu as envie de parler avec lui. Écoute, pourquoi pas. Ok, donc tu discutes avec Florence Mendez, enfin que tu as rencontré en tout cas sur Donc on se connaît de là, je vais pas t'expliquer la structure du site, mais bon, c'était moitié RP, moitié pas RP, mais donc il y avait des soirées avec des secteurs, et chaque secteur RP avait des roleplay, tu vois. Ah ok, d'accord. C'est complexe, mais à la base c'était censé être un site RP, mais qui est devenu un site communautaire très rapidement. Et donc, il y avait des soirées, et donc on croisait toujours les mêmes personnes avec qui on parlait, avec qui on devait gérer des secteurs, etc. Et donc, Florence en a été une. Très bien. Et donc, je la connais depuis, 20 ans, quoi. Ok, très bien. Et donc, elle, c'est en 2018, elle est humoriste, elle se lance, elle a déjà un spectacle? Alors, ouais, elle a commencé un peu avant ça, mais en 2018, elle vient jouer à Charleroi, donc sur mes terres. Moi, à l'époque, je travaille plus chez Mediamarkt, je travaille au Jeunesse Musicale, qui est une SBL qui organise des spectacles pour les enfants. Ok. Dans les écoles, mais dans les centres culturels aussi. Donc, de fait, je connais le centre culturel où elle vient jouer. Elle joue en première partie de Dan Gagnon. Et après le spectacle, on discute tous les deux. Je lui dis, mais si tu veux, on pourrait organiser ton spectacle dans ce centre culturel qui est l'Éden, parce que je connais bien le directeur. Je pense que ça pourrait l'intéresser. Dans cette salle, dans ce centre culturel, en tout cas, il y a 2 salles. Il y a une salle de 100 places et une salle de 300 places. Donc, je dis, commençons par la petite et on voit ce qui se passe. Et puis, en fait, il s'avère que très vite, la petite est remplie. Donc, le directeur me propose de passer dans la grande salle de 300. Et puis, très vite, la 300 est remplie aussi. Et concrètement, qu'on revienne à cette salle de 100, c'est quoi qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour organiser cette date? Comme mon taf, à l'époque, c'est d'organiser des concerts, je me suis assez vite rendu compte que c'était pas si compliqué. Tu vois, vu de l'extérieur, quand on n'a jamais fait ça, on se dit, mais ça doit être très complexe de louer une salle, organiser une billetterie, faire de la promo, etc. Mais en fait, une fois que tu es dedans, comme tout, ça devient plus facile. Tu comprends, quoi. C'est moins opaque et donc tu comprends ce qui se passe. Là, en fait, on n'a pas fait grand-chose, si ce n'est créer un événement Facebook, faire un peu de promo sur les réseaux, faire des jolis visuels avec marqué Florence Mendez vient à Charleroi, etc. quoi. C'est toi qui faisais les visuels? Ouais. Ok. Mais ça aussi, pareil, Photoshop, c'est un truc... T'es un pro de la photo? Déjà, oui, des années d'études. Mais non, en vrai, j'ai appris plus de choses seul que sur mes quelques cours Photoshop que j'ai reçus à l'école, tu vois. Et c'est aussi en allant voir sur Google et en cherchant comment faire ça sur Photoshop que t'apprends, puis t'apprends à le faire, quoi. Donc maintenant, oui, j'utilise Photoshop depuis 10-15 ans et je sais l'utiliser correctement, mais vraiment parce que j'ai mis les mains dedans, quoi. Et billetterie en ligne ou même pas?
à l'époque? Bah là, la facilité, c'est que c'était la billetterie du centre culturel. Ok. Donc ça, on n'a pas dû s'en occuper. Donc tu fais des visuels, tu crées un événement Facebook, tu fais un peu de pub, t'en parles autour de toi. Et ça remplit. Ok. Ouais. À l'époque, il faut remettre dans le contexte, il y avait beaucoup moins de stand-uppers. On n'était pas encore à l'âge d'or où on est là depuis quelques années, donc c'était encore un peu plus difficile, quoi. Et donc forcément, plus difficile d'être connu, mais en même temps, il y a moins d'artistes. Donc si les gens veulent venir voir de l'humour, il y a moins de choix. Et donc, tu as des chances de remplir plus facilement que maintenant où tu as 10 spectacles par soir en Wallonie. Et donc, si les gens ont envie d'aller voir un truc, ils sont prêts à se déplacer. Et alors, tu vas peut-être pas avoir un chiffre précis, c'est normal, parce que tu l'as peut-être pas mesuré, mais si tu devais dire à la grosse louche, tiens, en 2018, il y avait combien d'humoristes qui avaient une certaine activité à dire, mais je dirais qu'on était... en 2018, je pense qu'on était en dessous de 30 stand-uppers belges qui tournaient. Okay. Et là, maintenant, je pense qu'on est à plus de 100, quoi. Ok. Avec des niveaux très différents. Hein. On parle de gens qui remplissent des salles de 20 places et des gens qui remplissent des salles de 2500, tu vois. Ok, donc tu organises une des représentations dans la salle de 100 personnes, une dans la salle de 300. En fait, la 100 est déplacée dans la 300. Ok. Comme c'est complet, le directeur me dit, prenons les 100 personnes, on les met dans la grande salle et on continue à vendre des places, quoi. Très bien. Et à l'époque, c'est quoi le deal pour toi, pour Florence Je pense qu'il n'y avait même pas de deal. Ok. Enfin, le projet n'était pas du tout que ce soit rémunérateur, j'avais mon taf à côté. Ouais. C'est juste, Florence, c'est ma pote. Vas-y, essayons, et puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et puis en plus, rappelons qu'à l'époque, je ne sais pas facturer, parce que moi, j'ai pas de société, je suis pas indépendant complémentaire, j'ai rien. Je suis juste un employé qui a envie d'essayer un truc à côté, quoi. Et qui fonctionne. Et ça fonctionne. Et donc, du coup, après le spectacle, Florence me dit, ça a bien marché, tu pourrais me trouver d'autres dates en Wallonie. Parce qu'à l'époque, il n'y a personne qui fait ça, en tout cas sur du développement, il n'y a pas de production, il n'y a pas d'accompagnant d'artistes. En général, les artistes sont seuls et c'est eux qui envoient des mails pour prospecter, pour trouver des dates. Enfin, c'est eux qui font tout, quoi. C'est eux qui font leur visuel, etc. Quand tu es en développement, quand tu n'es pas encore une star, parce que c'est des micro-business et ça n'intéresse personne, quoi. Ok. Comparé au management d'artistes musicaux qui, lui... ça c'est là depuis tellement longtemps. Exactement. Okay. Que tu peux déjà faire des grosses salles avec des gros montants et que du coup, ça devient rémunérateur. Mais ça, enfin, je pense même pas avoir gagné quoi que ce soit sur cette date, mais de toute façon, c'était pas du tout le projet, quoi. Ok, très bien. Donc, elle te demande de trouver d'autres dates. Elle est bruxelloise, elle est wallonne, Elle est bruxelloise. Elle habite à Bruxelles depuis que je la connais, en tout cas. Donc aussi, elle se dit, voilà, toi, plus facile, tu connais peut-être plus la Wallonie, mieux la Wallonie, tu peux m'aider à trouver des dates là-bas. Ouais, ce qui était complètement faux. Parce que vraiment, à part Charleroi, aucune idée de quelle salle fait du stand-up ailleurs, quoi. Ok. Mais du coup, tu dis oui. Je dis oui. Ok. Bien sûr. Avec le même esprit que MediaMarkt, que... on essaye, quoi. Ouais. De toute façon, c'est vraiment, j'ai l'impression comme ça que j'ai appris 90% des choses que j'ai appris dans ma vie, c'est en essayant, tu vois. T'essayes, au pire tu rates, mais c'est jamais très grave, quoi. Tu dis au pire tu rates. C'est vrai que là, il y a une certaine aisance, on sent que comme pas mal de choses ont fonctionné, a posteriori c'est facile de post-rationaliser, tu te dis au pire t'essayes, tu rates. Il y a des fois où t'as essayé et tu t'es bien planté? Oui, bien sûr. Quelques années plus tard, j'ai voulu organiser un plateau d'humoristes avec 3 humoristes. Donc, il y avait Florence, Fanny et une 3e humoriste. Et ça s'est planté royalement. Je crois qu'on a vendu 3 places, quoi. Donc, on a dû annuler. Et c'était ma première annulation. Et voilà, c'est une expérience, t'apprends. Alors que je me dis que la même affiche maintenant, impossible de ne pas remplir, tu vois. Mais juste à l'époque, peut-être c'était trop tôt. Et Florence et Fanny n'étaient pas encore où elles en étaient maintenant. Et voilà, c'était juste trop tôt, on a voulu essayer, on a raté, on avait fait un beau visuel, on avait passé un temps de dingue à faire ça pour finalement devoir rembourser la salle parce qu'on n'avait rien su faire, quoi. Ok. Donc revenons à cette époque où tu dis oui à Florence, let's go, on va apprendre de toute façon. À ce moment-là, j'imagine tu gardes encore ton taf. Bien sûr. Ouais. Et qu'est-ce que tu mets en place? Donc je commence à contacter toutes les salles de Wallonie en envoyant un mail, en faisant un visuel avec ce qu'on a, avec un pitch. Et vraiment, au début, on n'avait pas grand-chose, quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, Florence avait une attachée de presse qui s'appelait Fanny Ruet, qui sortait de ses études de com, et qui s'est très vite rendu compte que la communication n'était pas son fort. Florence. Fanny, ok. Et qui a décidé de se lancer elle aussi dans l'humour, okay. En commençant par faire les premières parties de Florence. Et donc du coup, j'avais juste Florence au début, puis Fanny commence à faire les premières parties, elle commence à faire des concours d'humour,
Et moi, je lui dis, si tu veux, si jamais tu as envie de faire ça sérieusement, bah, on peut le faire ensemble. De toute façon, on démarre de zéro, on peut pas perdre grand-chose, quoi. Ouais. Puis je me souviens, là, elle m'expliquait dans le podcast, justement, que moi, elle s'est inscrite, ce côté qu'elle aimait bien, du peu que je la connais, mais se mettre un petit peu dos au mur, comme ça, elle est obligée de le faire. Et puis, elle a participé, du coup, au Prince et Princess du King's Comedy Club à Bruxelles, qu'elle a gagné. Ouais. Et là, ça a été la lancée. Ouais. Ok. Et je me souviens très bien de ce soir-là, de la finale, où moi, je vais me coucher parce que j'ai un travail. Ouais. Puis je me réveille, elle m'envoie la photo d'elle avec l'énorme chèque de la gagnante du Next Prince. Et à partir de ce moment-là, oui, on a commencé à bosser ensemble, mais au début, il n'y avait rien. Elle n'avait pas de spectacle. Donc on a commencé à faire des premières parties. Moi, j'avais déjà un tout petit bagage avec Florence parce que ça faisait peut-être, 6 mois qu'on bossait ensemble, donc je connaissais déjà quelques endroits. Et donc, première soirée qu'on fait ensemble avec Fanny, c'est une première partie de Laurence Bibot à Farciennes, donc à Charleroi. Puis voilà, ça a commencé là, quoi. Et comment t'abordes une salle? C'est quoi un peu la dynamique? Tu viens avec un prix. J'ai entendu du coup dans l'autre épisode, il y a plusieurs manières justement de booker une date. Donc, alors à l'époque c'était moins établi que maintenant, mais à l'époque tu vendais le spectacle, quoi. Ok. Tu leur disais voilà, j'ai une artiste, elle peut remplir votre salle, le spectacle vaut autant. Et puis après, peut-être il y a une négo, peut-être il n'y a pas de négo. Et puis voilà, c'est parti, quoi. Et après, c'est complètement externalisé auprès de... C'est eux qui s'occupent de tout, de la com, de la billetterie, etc. Nous, évidemment, le but, c'est de relayer. Ok. Et de pousser si jamais on voit que ça galère à remplir, quoi. Ok. C'est combien tu vas me dire encore une fois, ça va dépendre, mais à l'époque, tu vois, Fanny, Florence, début de carrière... Ça dépend de la jauge, du nombre de places. Ouais. Mais à l'époque, on était sur, 1000, 1500 balles. Vraiment des prix très bas parce que c'était le début, parce qu'elle débutait, parce que je débutais. Ok. Donc on était vraiment sur des très petits prix, quoi. Ok. Tout ça, évidemment, a changé parce que le stand-up est devenu un art beaucoup plus demandé, beaucoup plus programmé. Donc forcément, tous les paliers ont augmenté, quoi. Très bien. Et quoi, il y a une sorte de prix moyen par personne, par jauge, justement, que tu me dis? Non, parce qu'après, ça dépend vraiment de l'artiste, Okay. de sa notoriété, de l'expérience, ça dépend de la salle, ça dépend de l'organisateur, si c'est un organisateur externe. Donc c'est vraiment au cas par cas, quoi. Ok. Mais donc toi, malgré que ce soit au cas par cas, tu as une sorte de grille, soit mentale, soit pratico-pratique, qui te permet de déterminer ça. Ok. Ouais. Et donc les critères sont donc la popularité, enfin la notoriété. La notoriété de l'artiste, la salle. Ouais. Parce qu'il y a des centres culturels qui reçoivent des énormes budgets, d'autres pas. Ok. Et puis il y en a qui peuvent aussi prendre des risques et d'autres pas, parce qu'ils savent bien que même s'ils sont en négatif à la fin de la soirée, c'est pas grave, parce que ça rentre dans un budget annuel. Et puis aussi, si c'est des organisateurs externes, là, si on sent que la prise de risque est complexe, ce qu'on a établi par la suite, c'était un montant fixe et puis un montant par ticket vendu au-delà d'un certain nombre, tu vois. Ok. Comme ça, la prise de risque était partagée. Et puis nous, souvent, on est à l'aise de se dire on va remplir. Donc c'est pas grave, le risque est pas énorme. Et eux, ça les rassure en se disant bon, si on remplit pas, au moins on dépense pas un montant fixe, quoi. Très bien. Donc à l'époque, donc toi tu t'accompagnes Fanny qui vient de se lancer, ça fait peut-être 1 an que tu t'accompagnes Florence, t'as toujours ton taf? Oui. Quel est le déclic, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment tu vas te dire ok, en fait je fais ça à 100%, ou alors ça a été finalement très graduel, ça a pris 3, 4, 5 ans avant de débrancher la prise du taf et de... Ça a été assez graduel. Il faut savoir que ce taf à l'époque était pas très énergivore. Ok. Donc à partir du moment où j'étais là depuis un moment et je connaissais le fonctionnement, j'avais quand même beaucoup de temps libre à côté pour bosser sur d'autres choses, de manière discrète, mais c'était réel en tout cas. Et Fanny a très vite explosé avec une vidéo sur le malaise qui a fait très vite des millions de vues. À Montreux. Non, c'était avant ça même. Je crois que le malaise, je crois que c'était filmé. Il y a eu d'abord une version qui a été filmée par le What the Fun à Bruxelles. Ah, ok. Et puis, grâce à ça, ça a un peu explosé. On a été contacté par France Inter pour commencer les chroniques et par Montreux. Ouais. En fait, moi, j'ai au culot envoyé un mail à Montreux pour Fanny et Florence en me disant on verra bien. Et en même temps, eux avaient prévu de les mettre parce qu'il y avait un gala organisé où il y avait beaucoup de Belges. Et donc, Fanny et Florence étaient d'office dedans. Ok. Donc, en fait, les mails se sont croisés, mais ça s'est aligné. Et puis, du coup, grâce à France Inter, grâce à Montreux, Fanny a explosé assez vite, ce qui fait que très vite, je commençais à recevoir des demandes de Belgique, mais aussi de France. Et ça fonctionne pas de la même façon en France et en Belgique, donc c'était vraiment... Qu'est-ce qui est différent?
ils reçoivent pas les mêmes subsides, les montants de TVA sont pas les mêmes, les droits d'auteur marchent pas de la même façon, puis en plus, il faut prendre en charge les transports, les hôtels, enfin, c'était vraiment beaucoup plus compliqué, quoi. Ok. La Belgique, c'est facile. Je prends ma voiture, on prend une sono, s'il n'y a pas de sono, c'est déjà arrivé. On fait l'aller-retour, le soir, on est à la maison, tu vois. Ok. Là, la France, c'est vraiment une organisation qui est beaucoup plus complexe. Mais on s'est dit, allons-y, de toute façon, on va pas dire non aux gens. Donc, on a commencé à faire des dates en France. Donc là, tu dis tu partais avec elle à chaque fois? Au début, oui. Au début, c'était surtout à Paris, donc on allait en voiture. On faisait l'aller-retour dans la journée. On revenait directement après le show, histoire de pas devoir payer un hôtel, etc. Enfin, essayer de limiter les frais au max. Et puis vraiment, on le faisait un peu, je vais pas dire à l'arrache, mais tu vois, on le faisait avec les moyens du bord, quoi. Ok. Et à ce moment-là, toi, donc Fanny, tu l'as rencontrée en 2018-2019 ou c'était déjà une amie avant? Non, je la connaissais parce qu'elle travaillait sur Pure FM et donc je l'écoutais à la radio le dimanche matin avec sa voix suave de podcasteuse, là. Mais on se connaissait pas, non. Et je me souviens d'ailleurs qu'au tout début où j'ai échangé avec elle par mail parce qu'elle bossait avec Florence, j'étais genre impressionné de parler avec une meuf qui passe à la radio, quoi. Ouais. Je me suis dit, waouh, Fanny Ruet qui me parle, c'est trop cool. Ok. Et bon, là, c'est déjà avec donc 2 personnes qui vont devenir tes amis. On sent que c'est assez fluide de ton côté. D'ailleurs, dans l'autre épisode, tu parles que tu travailles majoritairement avec tes potes. Comment tu établis cette frontière, si finalement il y en a une, le pro, le privé, pour que ce soit que toi, tu t'y retrouves, que les personnes s'y retrouvent, que tu ne te trouves pas dans des situations peut-être ambiguës, où il y a des intérêts qui sont pas convergents, même si a priori j'imagine que toi en tant que manager, vos intérêts sont convergents. Comment tu gères ça? Mal, je pense. Oui, j'ai beaucoup de difficultés à faire la frontière entre les deux parce que la plupart des gens avec qui je travaille habitent à 2 rues de chez moi et on se voit tout le temps et on se parle tout le temps. Et moi, j'ai toujours trouvé ça positif parce que ce sont mes amis, on bosse ensemble et je veux le mieux pour eux, eux le savent, et donc il y a une relation de confiance qui est là. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, parfois on se parle et on ne sait pas si on parle à son ami ou à son partenaire de travail, tu vois. Ok. Et donc avec certaines personnes, ça pose pas de problème. Avec d'autres, parfois c'est plus compliqué. C'est compliqué comment? Je sais pas, on peut être en train de boire un café, puis on se fait des vannes sur notre vie privée, puis tout d'un coup, hop, on switch sur un truc de taf où le mood doit être différent parce qu'on doit être sérieux, alors qu'il y a 2 secondes avant, on s'insultait parce qu'on faisait des conneries, enfin tu vois. Donc je sais que c'est un peu complexe. Et avec certains artistes maintenant, on a même 2 groupes WhatsApp différents. On a une conversation, nous, donc on est 2 où on se parle, et puis on a un groupe où on est que 2 aussi, qui s'appelle Travail, où là on met les messages de taf, quoi, tu vois, pour arrêter de tout mélanger. On essaie, en tout cas, c'est tout neuf, et on essaie de faire ça correctement. Et on s'est mis avec Alba, avec qui je travaille, on s'est mis un safe word pour se dire, ok, là, à ce moment-là, on n'est plus en train de se vanner. Là, quand on dit ce mot-là, ça veut dire qu'on est sérieux, on taffe, quoi. Ok. Et donc, pour switcher, quoi. Oui. Parce que parfois, ça peut arriver qu'elle me dise un truc qui, pour elle, est important et du taf, et moi, je suis encore dans le mood, on se fait des vannes, et donc peut-être je peux lui faire une vanne qui est pas... qui va la blesser ou qui va la vexer. Qui est pas opportune et qui arrive pas au bon moment. Donc du coup, on s'est mis un safe word pour dire, ok, là, on arrête de se vanner, on taffe, quoi. Ok. Donc voilà, on essaie de trouver des moyens de fonctionnement, mais qui après sont très différents au cas par cas. Chaque relation est différente, quoi. Ouais. Comme on en reparlera peut-être des différentes, mais donc là, j'ai vu sur ton site, donc La vie est une fête. Bon, on viendra aussi cheminer un petit peu tout ça, mais il y a un moment, tu as créé une structure. Oui. Donc là, maintenant, tu as humoristes que tu manages, que tu vas suivre. J'ai compris que tu n'en prenais plus. Moi, ce qui m'a marqué quand j'écoutais du coup aussi l'autre épisode et que je faisais mes recherches, c'est que tu disais, voilà, ça peut être compliqué, justement, pour un humoriste qui déjà doit se concentrer sur travailler son texte, faire ses vannes, se sentir bien sur scène, d'en plus devoir aller se vendre. C'est plus compliqué de se vendre soi finalement que quelqu'un d'autre. Et du coup, ça m'intéresse de voir aussi comment tu fais ça. Mais moi, je me suis posé la question vis-à-vis de toi, parce que toi, quand tu dois, entre guillemets, vendre tes services, parce qu'il y a quand même ce côté, t'as envie maintenant, c'est rémunéré. Est-ce que c'est challengeant, toi, de te vendre, d'établir justement ça? Tu m'expliques que oui, il y a une frontière qui est parfois fine. À quel point c'est facile ou c'est compliqué pour toi d'aborder ces sujets qui te concernent? Moi, je dois pas me vendre moi, en général, tu vois. Okay. Moi, j'ai un produit, entre guillemets, qui est le spectacle. Ouais. Qui sont des spectacles que j'apprécie. Enfin, je pense que j'aurais du mal à vendre des choses que... Je parlais vis-à-vis de des humoristes.
Donc, tu vois, tout le monde est logé à la même enseigne. J'imagine tu prends un pourcentage sur... Oui, bien sûr. Voilà. Et donc cette partie-là, tu dois la négocier. C'est des enjeux qui sont compliqués avec les humoristes ou pas spécialement? Non, pas du tout. Ok. Comme tu sais, sur cette société, il y en a peu. Ouais. Il y en a... La plupart ont travaillé ensemble depuis Florence, etc., depuis minimum 5 ans. Ouais. Donc, c'est des choses qui ont été établies au début. Ok. On s'est dit, voilà, je prends X% sur ces dates-là. Ok, voilà, c'était très bien. C'était pas du tout un truc complexe. Très bien. On s'est très vite mis d'accord là-dessus. Donc, c'est quoi un petit peu l'économie à ce niveau-là? Donc, Après, c'est un truc qui est très... c'est comme ça pour tout le monde, en règle générale. Quand t'es agent ou manager, ou enfin, on appelle ça comme on veut, il n'y a pas vraiment de nom en Belgique. Il y a pas de... C'est pas comme en France, où là, il y a des vrais titres. Tu parlais de 10% d'ailleurs, qui était une bonne Exactement. manière d'imaginer finalement ton taf, mais dans le monde humoristique, quoi. Oui, ça y ressemble un peu, en La moins série, drama. pour ceux qui connaissent pas. Ouais. Et donc, oui, c'est 10% sur les dates bookées. Ok, très bien. Et donc, ton taf concrètement, parce que tu as plusieurs casquettes qui vont s'entrecroiser. Tu es à la fois manager d'artistes, oui. Tu vas être producteur. Mais je sais qu'il y a 2 types de production, tu t'expliquais aussi ça. Ouais. Et le booking, qui est peut-être finalement la diffusion. Donc, tu vas un peu expliquer comment on structure ces rôles? Manager ou agent, je pense que les deux se valent. C'est plus du conseil, de la gestion de demandes entrantes, de se dire, tiens, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait pas ça, est-ce qu'on publie ça à ce moment-là, est-ce que c'est opportun, qu'est-ce que tu penses de ce visuel, enfin, tu vois, des trucs plus sur le contenu. Et puis, aussi rassurer quand il y a des doutes, quand est-ce que tu crois que je dois faire ça, je me sens pas à l'aise, enfin, tu vois, donner un avis, quoi. Essayer en tout cas de protéger l'artiste au max et de lui dire, dans son intérêt, peut-être fais pas ça, peut-être ça c'est bien de le faire parce que ça peut apporter une visibilité, peut-être on peut essayer de négocier ça, enfin tu vois, essayer de modifier un peu des trucs, quoi. Et puis à côté de ça, il y a de la prod. Et donc la prod, effectivement, il y a 2 sortes de production. Il y a la production où on produit une date, c'est-à-dire on loue la salle, on gère la billetterie, on gère la sécu, on gère le bar, enfin c'est un peu au cas par cas. Ok, ouais, donc c'est quand même complètement autre chose que ce que t'expliquais justement il y a 5-10 minutes où tu vends le spectacle. Ah oui, là tu fais tout toi-même, Okay. Tu prends tous les risques. Ouais. Si ça vend pas, c'est toi qui paye la salle, qui paye le bar, qui paye la sécu, qui paye tout, quoi. Ok. Donc ça c'est une prise de risque que je faisais pas au début parce que j'avais pas les moyens forcément. Et qu'on a commencé à faire nous parce qu'il y avait des zones de Wallonie où il y avait pas de lieu, et donc on s'est dit on loue le lieu et on le fait nous, quoi. Okay. Et c'est pour ça que je te disais à l'époque, parfois même j'avais acheté une sono à l'époque qui était dans mon coffre et on arrivait, on installait la sono nous-mêmes un peu comme des punks pour pouvoir faire le spectacle, quoi. Ok. Mais bon, on a commencé ça très graduellement. Et puis il y a une autre sorte de production qui est plus rare en Belgique, qui se fait beaucoup en France, où la production achète les droits sur un spectacle ou 2 spectacles d'un artiste, et là, bosse sur tout, c'est-à-dire bosse sur la direction artistique, les visuels des affiches, etc. Okay. Mais un peu plus son grain de sel dans toute la construction, dans le texte, par exemple, s'il te faut un metteur en scène, une metteuse en scène, c'est eux qui interviennent, etc. Qu'est-ce qu'ils justifient dans leur approche? C'est plus confortable pour l'artiste, parce que l'artiste s'occupe vraiment de rien, à part écrire son spectacle. Puis après, eux prennent un produit qui est naissant et l'aident par des tours de magie dont ils ont l'habitude, parce que c'est des productions générales qui font ça depuis longtemps. Elles le transforment et le font monter, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'on le fait pas en Belgique, selon toi? Je pense qu'on est un peu plus jeune sur le plan de l'humour en Belgique. On arrivait un peu plus tard par rapport à eux, où eux avaient déjà beaucoup de gros humoristes qui tournaient. Et puis en plus, c'est un plus petit pays, donc c'est beaucoup moins rentable de faire ça. Parce qu'une production en France ne prend pas 10, 15% ou 30% sur une date, elle prend beaucoup plus que 50% en règle générale, parce qu'elle doit aussi rémunérer la construction de l'affiche, les frais du photographe, l'attaché de presse, etc., que eux prennent en charge. Et donc forcément, en Belgique, tu peux faire 10 dates et tu as fait le tour du pays, alors qu'en France, tu peux en faire 50. Et donc forcément, ils ont besoin de faire ça pour pouvoir rentrer dans leurs frais, quoi. Ouais. Et du coup, mais pour l'artiste, tu as aussi un volume qui va être beaucoup... Enfin, si plus rentable, tu vas peut-être gagner moins à la marge sur un spectacle, mais tu vas en faire beaucoup. Bien sûr. Et donc, in fine, et en plus, ce beaucoup va jouer énormément sur ta notoriété. C'est un peu l'effet snowball. Oui, c'est ça. Et puis en général, c'est production d'autres artistes. Et donc, ils arrivent à mélanger tout ensemble. Ouais. Ils mettent des artistes en première partie, d'autres artistes qui sont chez eux. Et donc, ça leur fait de la visibilité. Ils font parfois des partenariats vidéo entre 2 artistes pour faire monter un peu le truc, quoi. Ok, donc ça, il n'y a pas vraiment en Belgique, ou il y en a? Il y a Guillaume Voudétan, qui lui a
a créé une boîte de prod où il s'occupe de 2 artistes, humour et aussi de DJ. Ok, ah ouais, grand Et écart. Ouais, je pense qu'il aime la fête, et donc du coup, les deux se collent. Ok. Et donc là, lui, il fait de la prod complète. Ok, donc mise en scène, on va travailler sur ton histoire. Il t'aide à l'écriture. Bon, après, il est artiste aussi, donc forcément, ça aide. Mais oui, lui, il peut vraiment entrer dans toutes les parties du spectacle. Ok. Et donc, on a la production où, comme tu dis, vous faites tout, vous louez une salle, tu t'occupes des billetteries, du bar, de la sécurité, la totale. L'autre type de production, ça se trouve... donc, tu as l'exemple en Belgique avec Guillaume, mais souvent, c'est en tout cas en France que ça se passe. Ouais. Et puis, du coup, l'exemple dont on parlait au tout début, où tu vends ton spectacle, ça, c'est plutôt la partie diffusion ou booking. Là, c'est plus booking, ouais. Ok. Et donc là, c'est plus simple. Tu contactes les salles ou les salles te contactent, t'établis un montant, tout le monde est OK, on le vend, et puis voilà. Ok, très bien. Et comment ça se répartit pour... en général, tu vois, pour un artiste, ça va être plutôt quoi? Plutôt de la diffusion, plutôt de la production? Il y a un ordre? C'est très au cas par cas, mais la plupart des artistes, c'est beaucoup de ventes. Ok. Et quelques prods. En fait, tu fais de la vente sur des centres culturels principalement, toujours pour les mêmes raisons, parce qu'ils ont un budget aussi qui est de plus en plus dédié aussi à l'humour. Ok. Pour faire 1, 2, 3 spectacles par saison d'humour. Et donc, du coup, c'est très bien de leur vendre parce que eux, ça rentre dans leurs frais. Et puis nous, ça nous permet de jouer dans des endroits où on va pas forcément jouer. Et à côté de ça, on fait des productions plutôt dans les grosses villes. Par exemple, Liège, Bruxelles, etc. Là, on fait des productions ou dans des lieux vides où il n'y a rien, quoi. Ok. Explique-moi un petit peu. Donc, je sais que tu m'as dit qu'il y avait toute une série de... Pour la partie diffusion, booking, quand tu vas vendre, mais donc tu as des critères sur base du coup de la jauge, de la notoriété, des moyens ou non du centre culturel, par exemple. Mais est-ce que tu sais me donner un petit peu des ordres de grandeur de ces différents, justement, différents formats? Tu vois, donc une jauge, par exemple, je sais pas, le centre culturel d'Oderghem, Ducle, si jamais typiquement, le centre culturel d'Oderghem n'achète jamais de spectacle, donc là, c'est toujours nous qui produisons. Ok. Donc on loue la salle. Bon, alors on va partir là-dessus. Combien ça coûte de produire un spectacle là-bas? Alors, je vais pas te mentir, j'ai pas les montants en tête parce que j'ai la chance, depuis l'endroit où on est là de l'histoire, d'avoir des collègues qui gèrent tout ça beaucoup mieux que moi. Ok. Et puis surtout, moi, je suis pas un fan des calculs et des tableaux Excel, etc. Donc, je vais pas te dire des chiffres parce que je les ai pas en tête, mais je pense que on doit être autour de 4-5 000 euros avec tous les frais annexes. Ok. Et de donc, coût. Ouais. Ok. Très bien. Sachant qu'il y a 650 places dans cette salle, donc il faut vendre les tickets à un certain montant pour arriver déjà à une rentabilité et aussi que l'artiste ait un cachet correct, quoi. Ouais. Donc on fait 650, tu vois, même fois 20, ça nous fait 13 000 balles. Ouais. Donc on va dire entre 10 et 15 000 en fonction de peut-être des prix. Ouais, donc tu enlèves déjà tous les frais. Ouais. Tu payes les droits d'auteur. Ouais. Et puis après, tu partages la recette avec ton artiste, quoi. Très bien. Et là, tu prends toi entre 10 et 15%. Quand c'est une prod, c'est parfois un peu plus. Ça peut aller jusque 30. Ok. Parce que justement... Parce que la prise de risque est partagée. Contrairement à une vente où là, le problème, entre guillemets, de remplissage n'est pas le nôtre. Évidemment, on préfère jouer devant une salle pleine et c'est beaucoup plus agréable. Et donc, du coup, tous les artistes pousseront à fond pour que leur salle soit pleine. Parce que personne n'a envie de jouer devant 2 personnes, tu vois. Donc ça a du sens pour le risque, ça a aussi du sens vis-à-vis du travail que tu dois sortir derrière. Parce que là, toi, tu es justement producteur, et donc à la différence que quand tu vas juste vendre, ou concrètement, tu vas peut-être envoyer un mail, avoir 2-3 échanges, une négo. Une fois que c'est booké, la logistique pour, j'imagine, la préparation est plus courte. Tu dois potentiellement juste t'occuper du train, de la nourriture, tandis que si tu as toute la prod, il y a une gestion supplémentaire. Bien sûr, et puis toute une prestataire. Si ça vend bien et que c'est rempli, c'est très bien. Mais parfois, ça galère un peu. Du coup, il faut faire des journées presse. Donc, il faut engager une attachée de presse, la rémunérer. Il faut faire de l'affichage dans le métro, l'affichage dans la rue. Il faut faire des spots radio. Enfin, tu vois, il y a des leviers qu'il faut mettre en place si jamais on galère un peu à remplir, quoi. Ce qui peut arriver. Et donc, si on revient à ton histoire, toi, parce que là, on a fait la photo, il y en a 8 maintenant. C'est quand qui a été le déclic où tu as arrêté ton job précédent pour... Donc, le Covid est arrivé. 2020. 2020, c'était en mars 2020. Donc, 5 ans. Télétravail pour tout le monde. On cherche des solutions. Moi, entre-temps, 2019, Fanny signe avec une production en France. Ce qui est
utile, je pense, parce que pour les problèmes qu'on a expliqués tout à l'heure, le territoire est grand, il faut quelqu'un qui est sur place et qui gère ça mieux. Et cette production a signé en même temps que Fanny Paul Mirabel. Paul Mirabel qui explose avec sa vidéo Montreux, qui devient un des humoristes qui vend le plus de tickets, et avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de... Enfin, je sais pas le mot, mais bref, sa prod me dit, écoute, si tu veux faire Paul Mirabel en Belgique, on le fait ensemble, quoi. Ok. Donc, faut savoir que les prods françaises, quand elles viennent en Belgique, elles bossent avec des producteurs locaux, donc des producteurs belges, parce que, pareil, pas les mêmes taux de TVA, pas les mêmes territoires, etc. Pour eux, c'est compliqué de venir travailler en Belgique. Du coup, ils préfèrent travailler avec quelqu'un qui est déjà sur place et qui est déjà installé, quoi. Et donc, je pense que ça a été un peu un game changer pour moi, parce que, forcément, Paul Mirabel, qui est vraiment l'humoriste qui est au top à ce moment-là, est chez moi. Donc nous, on commence à mettre des acomptes sur des salles parce qu'on va produire des dates. Cirque Royal, Forum de Liège, vraiment des grosses dates que j'avais encore jamais fait. Tu dis on commence à mettre des acomptes, c'est dire qui? Bah moi tout seul en fait. Okay. Je commence à mettre des acomptes. Petite parenthèse, à ce moment-là, t'es indépendant complémentaire? Je suis indépendant complémentaire, mais toujours employé à côté. Ouais, sinon ce serait pas possible de toute façon d'être indépendant complémentaire. Ok. Donc je mets des acomptes moi sur des grosses salles, ça veut dire que c'est des gros montants, qui sont des montants que je n'ai pas, enfin qui sont des montants d'économie privée. Quoi, ouais, j'imagine. Bah, là, du coup, je vais un peu expliquer aussi pour les gens qui comprennent ou qui connaissent juste pas le sujet. Donc, quand vous êtes employé et que vous vous lancez comme indépendant, il n'y a pas 1000 façons. Donc, soit vous prenez le statut d'indépendant complémentaire, et donc pour ça, il faut être minimum à mi-temps. Il y a d'autres cas particuliers, mais on va dire que ça, c'est la majorité des cas. Et donc, vous allez avoir un numéro d'entreprise, donc, et puis vous allez activer votre numéro de TVA, le petit BE devant, ce qui fait que vous avez BE et puis 10 chiffres. Et donc vous allez pouvoir du coup vendre vos services ou vos produits. La particularité, c'est que on est sur ce qu'on appelle une entreprise individuelle, c'est-à-dire à responsabilité illimitée. Oui. Il n'y a pas d'entité juridique distincte de vous. Qui peut prendre toute la responsabilité. C'est pour ça qu'il y a les SRL, donc sociétés à responsabilité limitée, qui vont faire que techniquement, bon, évidemment, quand on l'a construit, il y a certaines clauses, il y a un budget comptable prévisionnel qui doit être accepté pour montrer qu'en fait, quand vous mettez en place quelque chose, c'est valide, mais techniquement, mettons qu'on lance une société demain et qu'elle fait faillite dans 3 ans, notre patrimoine privé, à Jonathan et moi, il va pas être... en danger. Par contre, quand on lance une activité, soit à titre complémentaire ou même indépendant à titre principal, mais donc sans créer d'autres sociétés, c'est notre propre patrimoine qui est en jeu. En fait, on a un compte professionnel pour simplement simplifier la gestion, mais in fine, c'est notre argent. Ouais. C'est nous qui devons de l'argent à l'État. Et aussi, quelque chose d'important à comprendre, c'est que on est tous taxés de la même manière en Belgique, qu'on soit indépendant, qu'on soit employé ou qu'on soit employé indépendant complémentaire. C'est-à-dire que dans le cas de Jonathan, si on est les deux, eh bien on va prendre la partie du revenu d'employé, on va le mettre dans la manne, et puis on va prendre la partie du revenu de l'indépendant complémentaire, et on va le mettre dans la manne, et on va être taxé sur l'entièreté. Et puis je finis l'aspect technique, mais c'est aussi à ça que sert le podcast, c'est qu'on est taxé par tranche d'imposition en Belgique, et que la première, c'est 25%. Donc les 15 000 premiers euros, plus ou moins, on est taxé 25% de ce qu'on gagne. Et puis très vite, on passe à 40%. Ça veut dire que probablement, avec ton métier à temps plein, et ce que tu gagnais, parce que tu passes très vite, je crois, du coup, à cette deuxième, enfin pas je crois, tu passes très vite à cette deuxième tranche, comme je l'ai dit, ça veut dire que tout ce que tu vas gagner en tant qu'employé est déjà genre à 40%, et tout ce que tu vas gagner en plus en tant qu'indépendant complémentaire va être taxé à 40%. À ça, tu as les cotisations sociales, ce qui fait qu'en gros, ce qu'on appelle la pression fiscale, donc on va dire la taxation globale, quand tu mets les cotisations et les impôts, eh bien, tu te retrouves à être taxé bien 50-55% minimum là-dessus. Exactement. Donc en général, indépendant complémentaire est un bon moyen de tester une activité, de se lancer, mais ça va pas être une activité qui va être fort rémunératrice, étant donné qu'on a un autre boulot sur le côté. Voilà. Exactement, mais une fois de plus, c'était pas le but, parce que comme j'avais mon taf à côté, moi je faisais plus ça pour m'amuser, entre guillemets, parce que j'aimais bien. Et puis, oui, comme tu l'as dit, alors on va pas faire on va pas dire comme tout le monde, oui, on est très taxé. C'est une réalité. Mais c'est la vérité. Oui, voilà, le travail est fort taxé. On a toute une série d'avantages sociaux. Certains ont peut-être remis en question maintenant, mais de base, voilà, c'est ce qui va financer, en tout cas, tous ces acquis-là. Mais on est fort taxé, je pense que là, c'est un fait. Oui, voilà. Tout à fait. Et donc, à ce point-là de l'histoire, je n'ai pas beaucoup de liquidités, parce que tu l'auras compris, 10% de pas grand-chose, ça fait encore moins. Donc je prends dans mes fonds propres
mes petites économies pour mettre des acomptes sur des grosses salles, donc des acomptes qui sont assez élevés. On parle de plus de 1 000 € fois le nombre de salles. Donc, tout cet argent qui finalement est gelé parce que Covid. Donc, toutes les dates sont reportées. Pour Paul Mirabel, ça. Pour Paul Mirabel. Okay. Donc, mes premières grosses dates, mon premier Cirque Royal, qui est quand même un step pour moi. Ouais. Et je me faisais une joie de faire mon premier Cirque Royal. Ben, finalement, non, tout ça sera reporté. Au début, on ne sait même pas si ça sera reporté. Enfin, voilà, au début, Covid, tout est à l'arrêt, quoi. Ouais, vas-y, continue. Vas-y, dis-moi. Non, c'était pour les personnes qui découvrent cet épisode et qui connaissent pas vraiment le milieu de l'humour. C'est vrai que le Cirque Royal, c'est clairement une étape, parce que c'est un des lieux où il y a justement la plus grande jauge. Oui. Bon, il y a Forêt aussi, mais donc souvent, en tout cas, moi qui vais voir quelques spectacles, souvent c'est au Cirque Royal que des artistes et des humoristes étrangers débarquent. Et puis c'est une très belle salle aussi, et c'est, même pour les artistes, c'est un plaisir. C'est énorme de pouvoir remplir le Cirque Royal, encore plus pour des artistes belges, parce que faire une aussi grosse salle à la maison, c'est très bien, quoi. Ouais, parce qu'il faut imaginer que les tout petits comedy clubs, on est sur 20-30 personnes. C'est quoi, c'est 2000, genre? Je dirais 1600 en fonction de la visibilité, mais à peu près ça, quoi. Ok, très bien. Donc, tu mets des acomptes notamment pour le Cirque Royal. C'est le Covid, comme pour tout le monde, tout est en pause. Personne ne sait ce qui va se passer. Prise de risque avec ma compagne à l'époque, je lui pose la question quand même, parce que, tu vois, on est en couple. Ça veut dire tout cet argent, je le mets en acompte, mais normalement, dans quelques mois, ça revient parce qu'on aura fait la date. Et finalement, tout cet argent, non, il s'en va pendant 1 an, il est bloqué. Donc voilà. Le travail est aussi bloqué, que ce soit, dans un premier temps, mon travail d'employé, parce qu'on ne peut plus organiser de spectacles dans les écoles, on ne peut plus aller dans les écoles, donc tout s'arrête. Et mon travail avec les humoristes, parce que plus de spectacles, donc tout s'arrête partout, quoi. Entre-temps, on commence à trouver des idées avec les humoristes, on fait des shows d'entreprise en visio, où tous les employés sont dans leur canapé avec leur ordinateur, enfin des trucs vraiment... On essaie de trouver des solutions, quoi. Mais ça, je suis chaud de faire une parenthèse, parce que j'y ai pensé en préparant, je suis content que tu t'en parles, parce que je sais pas si je m'en serais souvenu. Ça, c'est aussi une autre manière de vivre, en tout cas de vivre de son activité en tant qu'humoriste. C'est cette partie-là, chaud qu'on fasse une petite parenthèse là-dessus. Sur les corpos, tu veux dire? Ouais, sur la partie corpo, parce que je me souviens que Fanny m'en avait parlé à l'époque. Pour comprendre, en fait, de quelle place ça prend, en fait, dans tout cet univers-là. Et on reviendra après sur la post-Covid. Ça en prend de plus en plus par l'éclosion de l'humour et par le fait que tout le monde se rend compte que c'est une bonne activité. Mais donc oui, il y a beaucoup de soirées d'entreprise où en fait une entreprise rassemble tous ses employés pour un repas ou pour une journée de taf plus un repas le soir. Et lors de ce repas, il y a un humoriste qui vient faire un passage. Et puis après, peut-être, il y a Kate Ryan qui vient chanter deux chansons. Et puis, tu vois, et puis il y a une soirée DJ, quoi. Ok. Et ça, effectivement, c'est assez rémunérateur. Que tu as un budget corpo, du coup, en général. Oui, et puis parce que les sociétés, elles, mettent ça dans leurs frais de l'année. Donc, c'est pas un problème pour elles. Elles ont un budget pour leur soirée corpo en fin d'année. Donc, elles y vont. Et aussi parce que ça ne grille pas. C'est des soirées privées, tu vois. Donc, ça ne grille pas ton public. Parce que c'est pas des soirées ouvertes à tous. Donc, c'est pas des gens... Alors, forcément, il y a les employés. Les 150 employés, ils viendront peut-être pas te voir en spectacle après ça. Mais au moins, c'est pas ouvert aux gens qui te suivent et qui veulent te voir, quoi. Donc, c'est vraiment 2 avantages. C'est que c'est fermé, c'est des jauges réduites et un budget assez intéressant. Après, c'est très souvent casse-gueule pour les artistes. J'allais te demander quel est le feedback des artistes sur ça. Rarement bon. Ok. Rarement bon parce que... alors maintenant, on essaie de mettre un maximum de conditions avant de pouvoir venir. Mais c'est déjà arrivé avec Fanny, par exemple, qu'on se retrouve dans une usine désaffectée, transformée en boîte de nuit, où elle doit jouer devant des gens debout avec un bar ouvert, où en gros personne n'écoute, où il y a un brouhaha constant. Et donc elle essaie de rester focus sur son 20 minutes et de débiter devant 4 personnes qui l'écoutent et puis tous les autres qui sont au bar en train de faire déjà la fête, etc. Donc voilà, c'est des conditions un peu compliquées. C'est déjà arrivé que j'envoie 5 artistes faire chacun 10 minutes sur un petit plateau dans un restaurant pour une soirée d'entreprise, puis finalement ils m'envoient des messages pour me dire à 21h ils doivent monter sur scène, mais en fait le DJ vient de lancer une farandole, tous les employés sont en train de danser, personne ne veut mettre des chaises face à la scène, donc en fait c'est parfois des conditions très compliquées. Ok. Et donc tu fais ça encore? Et on le fait, mais on a essayé de professionnaliser le plus possible en cadenassant, en disant on veut absolument que les gens soient assis, on veut que l'artiste soit surélevé sur une scène avec un micro, une sono,
Enfin voilà, on écrit tous les points qui sont vraiment primordiaux pour pouvoir réaliser ce genre de truc, quoi. Et est-ce que le public est différent? Par nature, j'imagine peut-être que oui. Déjà, ils viennent pas pour te voir. C'est pas ton public, quoi. Donc souvent, c'est la secrétaire qui s'occupe de ça. C'est pas son métier. Elle trouve une humoriste marrante ou un humoriste marrant. Elle dit je vais le faire venir, mais si ça tombe, 50% des employés ils vont pas du tout trouver ça intéressant et drôle, quoi. Donc c'est compliqué d'aller chercher leur attention. Il faut faire beaucoup d'impro. Enfin, tu peux pas sortir ton texte comme tu le fais c'est un peu en baptême du feu aussi, quoi. C'est très compliqué. Et il y a des artistes qui sont tout terrain et que je sais qui vont réussir à rebondir, et d'autres qui sont vraiment très mal à l'aise et qui vont pas passer un bon moment, quoi. Ok, très bien. Merci pour l'explication. Donc, Covid, pause, tu fais du coup ce genre de show mais en visio. Ouais, horrible. Avec Fanny, on fait beaucoup de ça. On fait beaucoup ça pour la tech et pour des entreprises comme ça, parce que y a un moment donné, on arrive à la fin de l'année et qu'eux essayent aussi de construire quelque chose avec leurs employés malgré les conditions de travail qui sont compliquées. Et puis ensuite, tout ça commence à se calmer, on recale des dates, on peut tout doucement réouvrir les jauges avec des sièges d'espace, etc. Donc voilà, ça reprend un peu. On a été enfin en tout cas, je parlais pour moi, mais je trouve qu'on a été super bien aidé par l'État pour toutes les dates qu'on a dû annuler, reporter, etc. On a reçu quand même des sommes qui couvraient largement ça, et ça, c'était vraiment confortable, surtout sachant ma condition d'indépendant complémentaire et que tout cet argent perdu était mon argent à moi. Tu vois, c'était pas l'argent d'une société éventuelle. Et donc, ça a été de l'argent. Il y a des montants que tu as perdus, ou ils étaient juste bloqués pendant 2 ans jusqu'à la... Tout ce qui était à compte était bloqué. Toutes les dates annulées qui devaient être perdues ont été reprises en charge par l'État. Ok. Oui, ok. Qui nous a quand même... Enfin, en tout cas, le milieu artistique, je ne vais pas parler pour tout le monde parce que je ne sais pas comment c'était dans d'autres milieux, mais nous, on a quand même été bien aidés, quoi. Ok. Et y compris les humoristes? Et y compris les humoristes, ça a été beaucoup de travail parce qu'il a fallu rendre beaucoup de dossiers, beaucoup de preuves, de spectacles annulés, de reports, voilà, il a dû ce qui est normal, il faut justifier tout ça, ils vont pas donner de l'argent gratuitement à tout le monde. Mais oui, je pense que globalement, en tout cas, les humoristes avec qui je travaille ont pu être rémunérés pour tout le travail perdu pendant le temps de Covid, quoi. Très bien. Et donc toi, tu sors de cette période. Donc du coup, tout cet argent que j'aurais dû gagner sur, disons, 1 an et demi, peut-être 2 ans, arrive d'un coup, puisque tout ça est remboursé en une fois. Et donc là, je me dis, ok, avec cet argent-là, je vais quitter mon taf et utiliser cet argent-là pendant 1 an pour essayer de vivre de ma boîte. Et puis si au bout d'1 an, ça marche pas, je retourne chez MediaMarkt et je revends des appareils photo, et j'aurais pas réussi, mais au moins j'aurais essayé, quoi. Et quoi, t'avais 10 000 balles? 15 000? Je sais plus exactement, j'avais calculé assez que pour couvrir 15 000, je pense, qui couvrait 10 mois à 1 500 €, histoire de payer mon loyer et de pouvoir avoir une vie à côté, quoi. Ok, très bien. Et donc je fais ça en décembre, je dis à mon employeur que je m'en vais. Tu deviens indépendant à titre principal? Alors, subtilité, je ne savais pas que j'allais devenir indépendant à titre principal. Donc les cotisations sociales? Oui, et surtout... Donc je quitte décembre, janvier, je m'inscris au chômage. Eux, ils me disent, pas de souci, mais comme vous avez démissionné, on vous met quelques mois de suspension, ce qui est ok. Yes. Et puis ils commencent à me rémunérer. Pas longtemps, parce qu'en fait, je t'explique après, mais très vite, j'ai trouvé une autre situation. Sauf qu'après, ils m'ont demandé de rembourser ce qu'ils m'avaient donné, parce qu'en fait, j'avais pas le droit à ça. Mais personne n'avait semblé être au courant à l'époque. Yes. Donc en fait, quand vous êtes... employé indépendant complémentaire et que vous passez au chômage, c'est important de régler votre activité d'indépendant complémentaire, d'informer, parce qu'il y a des conditions spécifiques sur lesquelles tu peux être indépendant complémentaire et au chômage, mais c'est tout l'enjeu de l'État. Donc à partir du moment où tu es au chômage, c'est censé être là pour trouver un travail, donc être disponible sur le marché de l'emploi, et donc ça va un peu à l'encontre de cette idée de indépendant. Malheureusement, il y a plein de vues là-dessus, de vouloir justement lancer une activité. Et donc si tu mets pas en pause cette activité-là, ou que tu la cadres d'une certaine manière avec lors de ta demande de chômage de l'ONEM, tu peux te retrouver à être en effet exclu du chômage et devoir rembourser. Mais donc moi j'avais eu pas mal de rendez-vous avec l'ONEM justement pour m'assurer que c'était ok d'être indépendant complémentaire et au chômage. La dame avec qui j'avais mes rendez-vous semblait tout à fait ok avec cette situation. Mais finalement, il s'est avéré que en démissionnant, je suis passé indépendant à titre complet. Oui, parce que t'as peut-être pas bien informé les secrétariats sociaux. Pour moi, il y avait pas besoin. L'ONEM était ok, c'était bon pour tout le monde. Et donc je suis devenu indépendant complet, et donc je n'avais plus droit au chômage, puisqu'en fait j'avais un travail. Et donc j'ai dû rembourser ces X mois de chômage. Yes. Donc je quitte mon taf en décembre, janvier je commence à vivre sur mes fonds
propre. Ouais. Et donc je continue mon petit bonhomme. Entre-temps, on a signé d'autres humoristes. Il y a PE qui fonctionne très bien aussi. Surtout pendant le Covid, il a très bien fonctionné avec ses vidéos où il décortiquait les comités de concertation. Donc voilà, on commence à recevoir des demandes de salles de plus en plus grosses. Et donc voilà, tout va bien. Et puis en mars, je crois, je suis contacté par Back in the Days, qui est une boîte de prod musicale. Une grosse boîte de prod musicale qui est gérée à l'époque par deux Carolo, donc deux mecs de Charleroi que je connais bien parce que j'ai bossé avec eux sur des clips vidéo quand j'étais à Charleroi. Mm-hmm. Et qui me disent, tiens, on voit que tu fais Paul Mirabel, c'est un gros nom. Est-ce que ça te dit qu'on prenne un café ensemble pour discuter un peu et comprendre comment ça fonctionne, ton business, etc. Et puis très vite, on se dit que eux, ils font principalement de la musique et l'humour est en train de prendre une grosse place. Ils font du rap, eux, plus, ou pas spécialement? Alors, de base, c'est beaucoup rap. Après, il y a eu toute une branche de rock, pop, etc. qui s'est ajoutée. Et puis l'étape suivante, naturelle, finalement, pour une prod musique, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué en France, c'est de faire une branche humour, parce que finalement, ça fonctionne de base de la même façon, mais ça te ramène un public différent, quoi. Ok. Tu vois? Donc du coup, ils me disent, voilà, on commence à faire un peu d'humour, et on se dit peut-être qu'il y a des synergies à faire ensemble, parce que toi, tu as déjà aussi l'expérience du terrain, tu connais des gens, etc. Et donc, on décide de s'associer. Mais bon, le premier café était en mars, et je pense que on a commencé officiellement la création de notre boîte ensemble en août, je pense. Ok, donc vous avez créé une boîte Ouais. avec les deux. En fait, finalement, ils étaient 2, ils sont devenus 3. Ok. Et puis maintenant, donc on est 4. On était Très 4 sur cette société-là, quoi. Et comment on répartit l'actionnariat? C'est assez... ça a pas mal bougé depuis la création du contrat, donc je ne vais pas te dire de bêtises. Okay. J'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que on a revu ça en fonction des résultats, quoi. Ok, mais toi, t'es majoritaire ou t'as une part plus importante ou pas spécialement? Non. Ok. Non. Après, c'est eux qui viennent me chercher. C'est eux qui ont toute la structure, etc. Donc ouais, mais bon, je me dis, dans une égo, tout est entendable, sûr, je posais la question. Non, après, c'est un truc... Enfin, c'est des mecs... Alors, je sais ce qu'on peut dire... On connaît jamais les gens, etc. Mais là, c'est des gars en qui j'ai eu confiance. On a bu un café ensemble. J'ai senti un bon feeling, etc. Donc, je me suis dit, OK, allons-y et on verra. T'as des bons retours sur... Enfin, des bons retours. T'as des retours à faire qui peuvent être intéressants pour nos auditeurs et auditrices sur, justement, ce qui a fonctionné pour toi dans cette association. Les choses, tu dis, tiens, ça, j'aurais aimé peut-être mieux le faire. Je m'en suis rendu compte après. Pour donner des infos pratiques. Moi, j'ai de la chance. Ça s'est bien passé. Et puis tout de suite, donc on a commencé à travailler ensemble, mais eux, je passais vraiment un step énorme parce que ils ont des bureaux. À l'époque, on devait être 13 employés. Maintenant, je pense qu'on est à 16. Ok. On a une vraie structure, on a une organisation, on a, comme je te disais, une personne qui s'occupe de la prod et donc qui gère les tableaux, les budgets, etc. Ok. Et vu que c'est des choses que moi, je gère mal, ou en tout cas que j'ai jamais aimé. Et puis elle a aussi une expérience de ouf parce qu'elle fait ça depuis des années sur des énormes salles avec la musique, etc. Puis on a une équipe de com en interne. Donc ça veut dire que c'est plus moi qui dois chipoter avec mes compétences acquises aléatoirement sur des trucs. Puis maintenant, avec le temps, j'ai une collègue plus proche qui fait que l'humour avec moi. Enfin, tu vois, tout un truc qui s'est construit. Et non, ça s'est très bien passé. Je suis très content d'avoir fait ça. Mais surtout, ça m'a sauvé de cette année où je me disais, je saute dans le vide et on verra ce qui se passe. Et au final... j'ai pas dû retourner chez Mediamart, en tout cas, pas encore. Je pense que ça n'arrivera pas et ça c'est quand même rassurant, quoi. Je suis très content pour toi que la saison se passe bien. J'ai peut-être un petit billet parce que hier, comme j'accompagne les gens à se lancer, j'essaie aussi de trouver des partenariats avec des prestataires de services qui peuvent leur être utiles, donc des designers web ou autres. Et donc là, j'ai contacté un avocat qui est spécialisé dans la gestion de conflits entre associés, souvent lors des ruptures, qui aussi de manière prévoyante propose d'accompagner des duos, trios, quatuors ou plus d'associés via ce qu'il appelle un crash test. Donc c'est aussi pour un petit peu vraiment secouer les associés pour comprendre où pourraient être les points d'accroche et ensuite établir le pacte d'associés. Et donc on partageait un peu la stat qui est que 70% des projets se terminent parce que il y a 70% des projets qui se terminent, c'est à cause d'une mauvaise association. C'est pour ça que
je te pose la question. Et dans finalement maintenant mon expérience, aussi bien des personnes que j'accompagne, mais donc plus sur la partie coaching, qui sont plus avancées dans leur parcours, souvent l'association c'est un point d'accroche. Et puis même dans les podcasts, ça a été souvent des histoires qui soit ont tant mieux été magnifiques, ou à l'inverse cata. Et donc, oui, mais après comme toutes les relations. Comme toutes les relations, tu vois. parce que tu es entre humains, et c'est clairement le point de souci. Mais donc le point de départ, mais du coup c'est chouette d'entendre, surtout une association à 4. C'est ça que tu dis? Oui, mais moi l'avantage que j'ai, je pense, c'est que ils me laissent vraiment. Enfin, ils m'ont laissé les commandes du bateau, quoi. Ok. Ils m'ont dit, OK, on fait une boîte ensemble, on te donne accès à tout ce que nous, on a, c'est-à-dire les employés, la structure, le nom, parce qu'évidemment, quand tu as un nom comme Back in the Days, ça fait tout de suite plus sérieux. Pour aller recruter des artistes extérieurs, ils viennent sur ton site, ils voient ce que tu as. C'est autre chose que moi, avec mes 6 artistes à l'époque, tu vois. Ça fait tout de suite plus structurel. Et puis surtout, tu as toute une équipe, quoi. Mais alors, du coup, comment tu sépares des activités? Parce que t'as le site, moi j'ai vu La vie est une fête, où là t'es manager de ces 8 artistes actuellement. Puis t'as Back in the Day, ça veut dire quoi? Donc tout ce qui est... Qu'est-ce que ça change pour toi dans la réalité, concrètement? En fait, c'est pas vraiment le même taf. Back in the Day, fait de la production de dates, principalement d'artistes étrangers. Donc c'est-à-dire tous les Français, les Suisses, les Canadiens avec qui on bosse. C'est avec Back in the Days qu'on organise les dates, et ça va du théâtre de la Toison d'Or de 200 places à Forêt Nationale 6000, tu vois. Donc c'est vraiment très large. Moi, ce que je fais, en fait, il y a eu une espèce d'effet balancier qui a fait que tout ce qui était production de La vie est une fête est passé chez Back in the Days, et La vie est une fête ne sert plus qu'à faire du management ou de l'accompagnement de mes artistes, de mes 8 artistes, quoi. Mais de ce que j'ai compris, mais corrige-moi si je me trompe, le management, moi je le vois finalement plus comme cet aspect soutien, conseil au quotidien, qui n'est pas rémunéré, qui est rémunéré le jour où tu trouves une date et que tu prends un pourcentage ou que tu vends quelque chose. Ok. Ouais, c'est ça. Okay. Mais en fait, on a il y a un deal qui fait que tout ce qui est vente de spectacle en dessous d'une certaine jauge, c'est toujours La vie est une fête qui le fait. D'accord. Mais tout ce qui est grosse jauge, production, etc., c'est d'office back-in. Et donc, si tu veux, c'est passé de l'un à l'autre. J'ai compris. Et donc, en fait, c'est pour ça que cette structure a un sens. Oui, sinon, oui. Okay. Et donc, j'ai essayé de trouver un moyen pour... ça n'avait aucun sens que ces 2 boîtes fassent la même chose. J'avais aucun intérêt à être dans 2. En fait, à être presque concurrent de moi-même, au final, ça n'avait pas de sens, quoi. Donc, on a dispatché les c'est à ça que je voulais venir. Et surtout, je fais plus aucune production avec La vie est une fête, autre que mes 6 artistes, mais en fait, je fais plus de production du tout. Parce qu'en fait, ça n'a pas de sens de faire de la production en dessous de 500 places. Enfin, c'est pas un truc qu'on fait, quoi. Ok, tu veux dire, vu la notoriété de tes artistes? Oui, mais même dans l'absolu, si c'est des petites jauges, c'est souvent des ventes. Ok. Parce que produire une date de 200 places, les frais de location, les frais de billetterie, etc., tu vends 200 places, tu payes l'artiste, il reste pas grand-chose, quoi. Très bien. Donc c'est plus facile de faire des ventes sur des petites jauges. Pour reformuler, parce que là, peut-être que pour pas mal de gens, on a été dans tous les sens. Donc concrètement, vous vous souvenez, la vente, aussi appelée la diffusion, le booking. Du coup, ça, c'est quand on vend cette date et qu'on doit s'occuper absolument de rien, on ne doit rien produire. Et donc ça, c'est utile en général pour des petites jauges. Et donc ça va passer pour La vie est une fête. Et ensuite, quand il y a la production, donc la production, c'est quand, du coup, Jonathan prend plus de risques, maintenant, via Back in the Days. On doit tout organiser avec le bar, la logistique, la vente. Et donc ça se fait sur des plus grosses jauges. Et naturellement, du coup, ça passe, c'est Back in the Days. Et donc ça, c'est séparé. Mais en fait, maintenant, de façon très factuelle, la plupart des dates passent chez Back in the Days. Oui, parce qu'il y a une équipe, parce que c'est... La vie est une fête, tu l'auras compris, j'ai fait ça tout seul. C'était très énergivore, ça a pris beaucoup de place dans ma vie au début et encore maintenant. Mais là, maintenant que j'ai une équipe avec moi, c'est beaucoup plus facile d'organiser une date. Je comprends. Que de la faire seule. Donc, t'as beaucoup moins d'incitants, en fait. Oui. Et puis surtout, j'ai beaucoup moins de... je dois plus gérer donc tout ce que je déteste, les tableaux, nanana. Donc du coup, tout ça est géré par une équipe qui fait ça beaucoup mieux que moi. Et donc forcément, naturellement, tout ça switch chez Back in the Days, qui finalement, la finalité arrive quand même dans un pot qui finalement arrive chez moi. Donc au final, j'ai peu d'intérêt à le faire de mon côté et à prendre toute cette charge mentale que je peux déléguer entre toute l'équipe qu'on a, quoi. Et du coup, toi, t'as créé cette deuxième structure ou
On l'a créé ensemble, ouais. La vie est une fête? Non, la vie est une fête, ça c'est moi seul. Il y a un moment aussi, t'as fait cette démarche. Alors, pour l'instant, je suis toujours en indépendant. Ok. La vie est une fête, c'est le nom que j'ai donné, mais en fait, c'est moi, personne physique. Ok. Et là, on est en train de passer en société. Ok. Pour un peu expliquer cette partie-là, donc j'imagine que via la boîte du coup, la boîte de prod que vous avez créée, qui est Back in the Days / humour ou quelque chose comme ça, enfin, j'imagine la branche humour quoi, de cette partie-là. Du coup, là, tu étais rémunéré en tant que dirigeant d'entreprise et tu cumulais d'autres revenus qui étaient ceux d'indépendants à titre principal que tu allais avoir de la vente et du coup du booking de la diffusion. Quoi. Ok. Nickel. Et là, la comptable, ma comptable à moi, m'a conseillé de passer en société. Ok. Bah aussi pour la prise de risque dont tu parlais tout à l'heure, même si elle est moindre maintenant de ce côté-là. Mais, et le niveau de revenu, qui est plus avantageux, j'imagine, maintenant de... Bah oui, c'est ça. Okay. Et que ce niveau taxation, niveau frais, niveau éventuellement leasing, etc., c'était plus intéressant d'être en société. Ouais. Quoi. Petite pareil, là, je peux expliquer en 2 mots ce que ça veut dire. Mais donc concrètement, j'ai expliqué qu'il y avait des tranches d'imposition, donc 25, puis à certains revenus 40, puis on passe à 45. Et en gros, tout ce qu'on gagne au-dessus de 40 000 euros imposables, donc le revenu imposable, soit en tant que salarié, c'est le revenu brut imposable sur la fiche de paye, ou alors en tant qu'indépendant, c'est le revenu moins les coûts. Donc les frais qu'on a pour faire notre activité que les cotisations sociales. Donc ça, c'est d'autres frais à prendre en compte. C'est en gros 20%, plus ou moins, du revenu imposable que tu payes pour tes impôts, pour tes allocations, ta pension, tout ça. Quand tu enlèves tout ça, tu vas avoir un montant, c'est ton revenu imposable. Et donc, comme j'ai dit, au-dessus de 40 000, c'est taxé à 50%, donc c'est fort taxé. Et il y a une certaine jauge qui va varier en fonction des frais ou quoi, mais on va dire qu'à partir de 60-80 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est juste ton revenu, et si t'as pas trop de frais, eh bien, ça peut être utile de passer en société. Et alors, en société, tu vas être taxé différemment parce que tu vas être taxé à un taux fixe qui est de 25%, qui peut passer ensuite à 20%. Et donc, on voit la différence. Et donc, on crée une société pour quand on a un certain revenu et puis on va se verser un salaire. En général, le salaire minimum dont on a besoin pour vivre et le reste de l'argent, on le garde dans la société pour l'investir, pour pouvoir effectuer son activité. Quoi. C'est ça. Mais il faut juste savoir que tout ça, pour moi, c'est très flou. En tout cas, ça l'était de moins en moins parce que je viens pas du tout d'un milieu indépendant, tu vois. Mes parents, ils n'étaient pas indépendants. Donc, j'ai jamais mis les mains là-dedans. Je me suis mis indépendant complémentaire parce qu'on m'a dit que c'est ce qu'il fallait faire. Puis, au final, j'ai un peu suivi les étapes. Quoi. Mais je pense que c'est flou parce que c'est chiant. Oui, et puis, tu auras compris, moi, j'aime pas devoir faire des trucs qui m'intéressent pas. Et les tableaux et tous ces trucs-là, ça m'intéresse pas. Donc, voilà, c'est cool, on est différents. Moi, au contraire, ça me fait kiffer. Mais je pense que tu dis, voilà, t'as peut-être pas grandi avec des personnes qui étaient de ce milieu. Moi, mon père était restaurateur, entrepreneur. C'était une bille là-dedans. Il m'a pas du tout instruit. C'était un restaurateur, c'était pas un gestionnaire, quoi. Et ma mère non plus. Donc, j'ai plus... Il se fait que moi, c'est mon dada d'essayer de comprendre ça, de vulgariser, d'expliquer. Mais je pense que foncièrement, et je peux comprendre, c'est chiant. C'est pas des trucs qui me passionnent. C'est de l'admin, quoi. Et l'admin, ça a rarement passionné plein de gens. Ouais. Mais après, jamais dans ma vie, à l'époque de Mediamart, etc., jamais je m'étais dit, tiens, je vais être indépendant. Tu vois, c'était pas du tout un but en soi, c'est vraiment tombé par hasard, quoi. Ok. Et du coup, maintenant, ton quotidien, c'est quoi? Donc là, je comprends que clairement, ça a été un gros up de travailler avec Back in the Days. Que bien sûr, toutes ces prods-là, t'as une équipe. T'as une vedette. Là, t'as 8 artistes. Actuellement, tu veux pas en prendre plus? Non, c'est plus possible, niveau temps, quoi. Et du coup, concrètement, à quoi va ressembler ta réalité pour le moment? Donc là, maintenant, j'ai un peu la double casquette qui est... Enfin, la triple, parce qu'en plus de ça, je m'occupe aussi de la programmation du Comedy Club de Guillaume à Namur. Ok. Donc ça veut dire contacter les artistes, leur proposer des dates, caler des dates, faire venir des artistes étrangers, etc. À côté de ça, j'ai donc Back in the Days où on fait beaucoup de prod, où on organise des festivals, c'est une grosse organisation. Donc on fait pas mal de réunions, ce que je faisais pas avant parce que j'étais seul, donc c'est vraiment des nouveautés pour moi, depuis 3 ans maintenant. Mais qu'est-ce que t'en penses des réunions? Alors, on essaye de les faire le plus utilement possible, c'est-à-dire quand ça tient dans un mail ou dans un vocal, on va pas se bloquer 1 heure dans une salle de réunion où on va faire 30 minutes de vent, tu vois. Mais après, oui, je pense que c'est utile et on a une ambiance de travail qui est assez cool chez nous. On a pas mal de canapés, des télés, etc. Donc, quand on fait des réunions, c'est pas des trucs
trop sérieux, c'est assez chill, quoi. Mais on n'en fait pas non plus tous les jours. Juste parfois, on en enchaîne quelques-unes parce qu'il y a plein de projets qui doivent être mis en place. Et parfois, c'est bien de se voir en vrai aussi, quoi. Ok. Donc, tu disais... Donc maintenant, j'ai un bureau. Ouais. Donc, assez souvent... non, c'est pas vrai. Souvent, je suis au bureau. Je vais pas dire assez souvent parce que je suis pas toujours au bureau, mais j'y vais assez souvent. À Charleroi, alors? Non, on a un bureau à Bruxelles. Ah, ok, je pensais que c'était... En fait, tout le monde a switché à Bruxelles. Ok. Back in the days, les fondateurs sont à Bruxelles depuis très longtemps. Et moi, je suis arrivé il y a peu. Ok. Mais donc, nos bureaux sont à Bruxelles. Donc, d'un côté, il y a la programmation chez Guillaume. De l'autre côté, il y a la production d'artistes étrangers en Belgique. Donc, ça, c'est des échanges de mails principalement. Tiens, un tel est un nouveau spectacle. Qu'est-ce qu'on fait en Belgique? Voilà, on cale 4-5 dates. Quel budget? On est OK. Hop, on envoie tout ça à la prod. Eux font les contrats. C'est validé. Tout ça se fait 1 an et demi, 2 ans à l'avance. Ok. Donc là, nous, on est déjà en train de programmer en 27, quoi. Ouais. Ça, t'en parlais, que ça a énormément changé en quelques années. Maintenant, on plus se projette. le temps passe et plus on programme loin, quoi. Mais ce qui est assez... ça rend un peu schizophrène des fois, parce que tu sais même plus quelle année on est, tu vois. Tu passes une journée à caler un festival en 2027, puis après tu te dis, mais en fait c'est dans 2 ans. Dans 2 ans, il va se passer 1 milliard de choses, quoi. Et les artistes ont peut-être pas encore écrit leur... Ah non, ça arrive très souvent qu'on cale des dates de spectacles qui n'existent pas. Ok. Mais c'est parce que maintenant, je sais pas pourquoi, c'est devenu la norme. Il y a une demande, qui est caler ça basée sur tellement à l'offre et la l'avance. demande. C'est qu'il y a un besoin, il y a un public, il y a... Oui, puis Et je il y a pense que c'est traction. rassurant de savoir que j'ai pas encore écrit mon spectacle, mais je suis complet sur 2 ans. Donc, d'un côté, ça peut te mettre une pression en te disant il va falloir que le spectacle soit de qualité, mais ça, je pense que c'est une pression que quand t'es artiste, tu te mets de toute façon. Ouais. Mais d'un autre côté, t'es relax en te disant ok, je sais que j'ai du taf pour les 2 prochaines années, quoi. Ok. Donc tu disais la programme d'un côté, la prod de l'autre, où tu vas te retrouver à travailler du coup sur de planification de projet à 1 ou 2 ans. C'est ça. Puis gérer les demandes entrantes. Ça peut être une société qui veut un artiste pour une soirée particulière ou un mec qui organise un souper au moule dans le fin fond de la Wallonie et qui voudrait un humoriste sous un chapiteau. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là qui prennent quand même pas mal de temps. Et puis à côté de ça, il y a l'accompagnement de mes artistes où on gère les demandes, on gère la strat, on réfléchit qu'est-ce qu'on fait pour la suite, parfois aussi sur 2, sur 3 ans. Parce que voilà, maintenant c'est comme ça, il faut pouvoir établir une ligne de conduite sur plusieurs années, quoi. En augmentant les jauges, en augmentant les capacités, etc., quoi. Est-ce qu'il y a des parties de ton... Enfin, qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie dans ton taf? Qui me donne ou qui m'en prend? Commençons par ce qui te donne, justement. Ce qui me donne de l'énergie, c'est des projets, quoi. Il faut avoir des projets, partir d'une idée, et puis après... Enfin, tu vois, là, on a monté un festival à Wavre. Au début, on était 2 dans le bureau. On s'est dit, tiens, on ferait bien un festival. Et puis après, Ellipse, 1 an après, il y a 5000 personnes qui sont venues à Wavre, quoi. Ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus dans mon taf, c'est partir de rien et avancer. Pareil pour un artiste. Tu vas le voir, il a que 10 minutes de spectacle, et puis 2 ans après, il y a une affiche, il y a 1 heure de spectacle, il y a une tournée. C'est vraiment la création de ce truc qui me... Et qu'est-ce qui t'en me prend? fait vivre, quoi. Ce qui me prend de l'énergie... ça me prend de l'énergie, mais en même temps, c'est un truc que j'aime, c'est les imprévus, quoi. Gérer les imprévus et trouver des solutions rapides. Tu m'as l'air d'une force tranquille. Oui, je suis pas... Alors, mon psy te dirait que c'est faux, mais je dirais que je suis pas stressé. Ok. En tout cas, tu le... Pardon. Tu le manifestes pas. Enfin bon, après, je te connais à peine. Et c'est pas un environnement stressant. Alors, ça peut être un environnement méga stressant parce qu'on parle parfois de... Je te parle là de toi et moi. Ah oui, de nous, ok. Oui, c'est pour ça que tu parlais du taf. Non, dans l'absolu, justement, je sais pas voir, mais tu me dégages une sorte de... Comme s'il y avait une sorte de frontière entre peut-être ce que tu vas ressentir et ce que tu vas dégager. Bon, ça, c'est à toi de... Oui, c'est exactement ce que dit mon psy. Voilà, vous êtes d'accord là-dessus. Mais après, je prends pas tout ça trop au sérieux, pour être honnête avec toi. Ok. Parce que pour moi, c'est pas vraiment un travail. Enfin, je pense que Alors, il y a une phrase que je dis tout le temps et que je trouve vraiment bien, c'est... Trouve un truc que tu serais prêt à faire gratuitement et fais-le jusqu'à ce que ça vaille quelque chose. Vraiment, moi, j'ai pas l'impression de travailler, quoi. Je m'amuse. Enfin, la plupart des gens avec qui je bosse, c'est des potes. C'est dans l'humour. De toute façon, on rigole. 90% du temps, on fait que des vannes et on s'amuse. Enfin, là, je reviens de Montréal. On est parti, il y avait un festival d'humour. J'ai passé 1 semaine avec 5 humoristes. On a fait que s'amuser pendant 1 semaine. Et ça, c'est mon métier, quoi. Donc, et puis, je sais qu'on sauve pas des vies, tu vois. On n'est pas un métier, si je disparais demain,
personne va mourir, quoi. Donc en vrai, j'aime ce que je fais et ça me fait marrer. Et des fois, bien sûr, il y a des coups de stress. Et des fois, il y a des gens qui s'énervent. Et des fois, il y a des trucs qui s'annulent. Mais au final, c'est pas grave, quoi. Et toi, passer sur scène, comment tu te positionnes par rapport à ça? Non, déjà là, c'est un exercice pour moi d'être avec toi. Ok. À quel niveau c'est un exercice? Parce que, ouais, qu'est-ce qui... Je suis pas un grand orateur. Moi, j'ai aussi, je fais aussi ce métier parce que j'aime bien être dans l'ombre et aider les gens à aller là où ils veulent aller, tu vois. Mais je suis pas très à l'aise sur scène. Je suis très stressé. Prendre la parole en public et tout, c'est pas des trucs qui me mettent dans des... Enfin, qui me mettent dans des situations confortables, quoi. Et qu'est-ce qui fait que, du coup, typiquement, aujourd'hui, t'es accepté, que tu te prêtes au jeu, alors que c'est peut-être pas ta zone de confort de base? Non, parce que je l'ai déjà fait une fois et en vrai, c'était assez cool et les retours étaient bons. Donc, si ça peut aider des gens à comprendre ce métier, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de place. Alors, pas en tant qu'humoriste, parce que je crois que là, il y en a vraiment beaucoup et qu'il faut peut-être qu'il y en ait moins. Parce que là, je trouve qu'on arrive à un bouchon pour l'instant. Développe un peu ce point, s'il te plaît. J'ai l'impression que tout le monde maintenant se dit qu'il peut monter sur scène et faire des blagues, alors que c'est un vrai métier. Et enfin, j'aimerais des fois que les gens se rendent compte que derrière, il y a des réunions de travail qui prennent 2 heures, où on cherche un mot pour une phrase, où on bosse sur une affiche pendant des jours et en fait on n'est pas content. Enfin, c'est pas juste on monte et on raconte sa journée et c'est drôle, quoi. Il y a tout un travail derrière ça. C'est un vrai métier. Et là, pour l'instant, vu qu'il y a une grosse éclosion du stand-up, il y a énormément de gens qui montent sur scène, avec des niveaux de qualité très différents, des gens très drôles, et c'est très bien qu'ils l'aient fait parce que ça va lancer quelque chose et ils l'ont fait bien, mais des autres aussi juste parce que voilà, on leur a dit qu'ils étaient marrants à leur soirée entre potes, et du coup ils montent sur scène, et donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de comedy clubs, il y a beaucoup d'open mic, donc des scènes ouvertes où tu peux venir tester. Là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup. Et un autre point, c'est que je pense aussi qu'il y a des gens qui sont très drôles, mais qui sont pas faits pour être sur scène. Et je pense que, et ça va se réguler tout seul, je crois, il y a des gens qui sont faits pour écrire pour d'autres personnes, et ça, c'est pas un truc qu'il y a beaucoup en Belgique pour l'instant, parce que c'est pas culturel chez nous, ça marche pas comme ça, mais je pense que avec le temps, ça va se faire. Oui, pas culturel, et puis il y a peut-être pas la place, le marché est peut-être pas assez grand pour que ces personnes puissent développer leur activité, en vivre potentiellement. Non, mais la chance qu'on a, c'est qu'on parle français, qui est une langue qui est parlée dans plein de pays, donc tu peux aussi être co-auteur pour quelqu'un qui vit à Montréal et faire un Zoom une fois par semaine et bosser ensemble, tu vois. Et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup à Montréal, parce que là-bas, l'humour est beaucoup plus pris au sérieux, comme un vrai métier. Il y a des écoles d'humour, il y a des vrais trucs. Et en France, de plus en plus, des grosses pointures de l'humour ont des co-auteurs, parfois un, parfois deux, qui viennent juste les aider sur quelques passages. Et toi, tu vas encourager tes humoristes à faire ça, justement, à s'entourer de co-auteurs, co-autrices? Il y a certains humoristes où je leur dis, peut-être tu devrais bosser avec quelqu'un qui est à l'opposé de toi, tu vois, pour avoir des angles différents. Pas forcément qui va écrire ton texte, mais qui va peut-être t'ouvrir des portes sur des idées qui sont à l'opposé de ce que toi t'aurais choisi comme direction, quoi. Et à quel point c'est challengeant pour eux d'entendre ça? Alors c'est très souvent, il y a un petit problème d'ego. Je parle pas forcément des humoristes avec qui je travaille, mais des humoristes en général, pour qui un spectacle, ça s'écrit seul, dans les cafés, et j'écris moi-même mes blagues, et personne pourra mettre ses mains dans mon travail, quoi. Un peu une vue aussi romantique, idéaliste du métier, de ce qu'on s'en fait, quoi. Oui, un peu, et puis aussi une peur d'essayer de changer la personnalité de la personne, quoi. Alors que je pense que travailler avec quelqu'un d'autre, c'est justement t'ouvrir des portes vers toi-même, tu vois. Parce que la personne en face va pas avoir le même fonctionnement, et donc toi-même, ça t'oblige à te poser des questions que tu te serais pas posées si t'étais tout seul face à ta feuille, quoi. Donc je pense que parfois c'est très utile, et je pense que ça, c'est encore un poste à pourvoir dans l'humour belge, parce qu'il n'y a pas. Et surtout, quand je te disais que j'étais venu aussi faire ce podcast pour expliquer le travail, c'est parce que je pense que ce que moi je fais, il y a encore... Alors moi, je fais plus trop de développement là, d'artistes émergents, parce que j'ai plus le temps, mais il y a encore plein d'artistes émergents qui arrivent tous les jours à Bruxelles et qui sont pas accompagnés. Et je pense qu'il y a encore une place à prendre. Et après... Alors, on aura compris que c'est un bourbier au début et qu'on ne gagne pas d'argent et qu'on ne fait pas ça pour l'argent parce qu'il n'y en a pas. Mais je pense que ce que moi j'ai fait en 2018, c'est-à-dire commencer à bosser avec des humoristes qui n'ont pas de spectacle et grossir avec eux, je pense que là, il y a encore moyen de le faire avec beaucoup de gens, quoi. Ok.
Vous êtes combien dans le secteur, tu vois, avec un rôle similaire au tien? Pas tant. Surtout sur du développement, il y a presque personne. Ok. Donc développement, c'est ta casquette manager, quoi. Oui, Agent, mais du début, quoi. oui, Parce que là, maintenant, je ne sais plus vraiment du développement, à part les derniers artistes avec qui je travaille. Mais je veux dire, vraiment commencer de zéro avec quelqu'un, il n'y en a pas. Enfin, ou alors tu demandes à ton pote qui aime comme bien... toi, quoi. Oui, c'est comme ça que ça a commencé. Et ça, vraiment, il n'y en a pas. Et après, des grosses prods belges, il y en a 5. Enfin, vraiment, c'est pas énorme, quoi. Combien de temps de ton expérience prend un bon humoriste pour éclore, avoir une notoriété qui lui permet d'en vivre? Je m'attends à ça dépend. Ouais, vraiment, ça dépend. Il y en a, ils écrivent un spectacle tout seul, et puis ils le jouent, et puis il y a un truc qui se passe, quoi. Ok. Mais par exemple, PE, ça fait presque 20 ans qu'il fait du stand-up. Pendant 18 ans, il en vivait pas. Okay. Puis là, il y a eu le Covid, il y a eu ses vidéos, ça a buzzé, puis il y a eu d'autres trucs qui ont buzzé, puis là, maintenant, c'est devenu son travail à 100%. Il fait des salles énormes. Mais tu vois, il faut quand même vachement de force mentale pour, pendant 18 ans, sans blague, passer ton énergie, ton temps à faire quelque chose qui te passionne, mais qui te rémunère pas. À tout moment, tu peux dire, c'est bon, j'abandonne, en fait, ça sert à rien, quoi. Et là, il a continué et il a bien fait, parce que maintenant, c'est vraiment devenu son taf à temps plein et ça fonctionne super bien, quoi. Alors, donc j'entends qu'il y a tout. Il y en a, voilà, tu dis, j'écris un spectacle, je le joue, limite en un an, voilà, je peux me lancer dans une carrière qui me permettra d'en vivre. Et à l'inverse, ça peut prendre 20 ans. Ou ça peut ne jamais arriver. Ou ça peut jamais arriver. Qu'est-ce que tu as constaté qui étaient les ingrédients, encore une fois, c'est pas une liste exhaustive, hein, de la réussite, ou non? C'est un peu bateau, mais c'est vraiment le travail, quoi. Parce que des gens très drôles, j'en connais plein, mais qui ont des problèmes de flemme ou de gestion, on appelle ça un peu comme on veut, ou de la phobie administrative, ou tout ce que tu veux, qui les empêchent d'avancer parce que ils gèrent pas leur agenda, ils gèrent pas leurs réseaux sociaux, enfin tu vois, tout ça, et après, ça peut être la peur... le syndrome de l'imposteur, ça peut être plein de choses qui fait que ça les empêche d'avancer, quoi. L'entourage, ça semble évident, mais où ça en général? C'est sûr que si tu as des gens qui t'aident, c'est bien, mais parfois, il faut que toi, tu acceptes d'être aidé déjà et de t'aider aussi. Parce qu'il y a des gens qui, même en les aidant, ça n'arrive pas, ça marche pas, quoi. Et pourtant, ce sont des gens extrêmement drôles. Et sur le côté très pratico-pratique, l'impact des réseaux sociaux, je pense, est énorme. Ça, c'est une vision de l'extérieur. J'ai l'impression que c'est un peu un passage obligé, les vidéos sur Insta, pour vers les extraits de tes spectacles, ou bien même te faire des petits sketchs solo qui durent 30 secondes, 1 minute, que tu montes, ou qui sont juste en face cam pendant 1 minute. À quel point je tape juste, à quel point tu peux t'en sortir sans Je pense que c'est compliqué de s'en sortir sans. Il y a quelques exemples. Guillermo Guise, par exemple, remplit des énormes salles et il est pas friand des réseaux sociaux. Après, je pense que les extraits de spectacle, c'est un truc qui se fait pas trop parce que les artistes n'aiment pas griller des passages de leur spectacle. Donc c'est plus des vidéos d'impro, mais est-ce que c'est une bonne démarche? J'en sais rien, parce que finalement, les gens voient des vidéos d'impro, puis ils viennent à ton spectacle, et en fait, ton spectacle est très différent de la vidéo que tu as postée où tu étais en train de discuter avec quelqu'un du premier rang. Et sinon, oui, il y a pas mal de gens qui font monter leur commu en faisant des face cam, quoi. Et en parlant d'impro, c'est clairement, j'ai l'impression, une nouvelle forme de stand-up, où ça peut-être toujours existé, que c'est juste plus médiatisé. J'ai l'impression que je vois des artistes, que ce soit aux États-Unis ou en France, avec Redouane Bougueraba, qui est le plus connu à ce sujet. C'est ça leur spécialité, quoi. C'est je viens et je vais roaster le premier rang. Alors l'impro, c'est pas toujours du roast. Ouais. Ça peut aussi être juste des interactions qui sont bienveillantes et sympathiques pour tout le monde, tu vois, où personne se fait insulter. Après, Redouane, il y a quand même du texte, tu vois. Tu vas pas le voir pendant 1 heure et il fait pas que des vannes. Non. Il a aussi un texte duquel il sort, il revient, etc. Il fait des impros, mais c'est surtout ce qu'il montre sur les réseaux, parce que comme je te dis, les gens veulent pas griller leur texte, quoi. Mais donc effectivement, la question est posée pour l'instant, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Là, je pense que tout le milieu est en train d'y réfléchir, parce que ça te montre une partie du spectacle qui n'est pas ce que tu vas aller voir, quoi. Ok. Poser une question par rapport aussi au lieu. Donc il y a plusieurs, tu vois, tu disais que là tu vas faire la programmation d'un lieu à Namur.
tu me parlais du fait qu'il y a cette saturation. Donc moi directement, ça m'a fait penser au fait que Fanny Ruet, donc elle a ouvert le Petit Kings avec Juan et Nikos, voilà. Et donc, Cédric aussi qui était aussi dans le Grand Kings. Clairement, qui les a accompagnés. On en avait parlé lors de cet épisode-là. Donc ça peut être un peu paradoxal parce qu'à la fois du coup il y a cet espace-là, donc c'est un plus petit cadre. Franchement, si vous allez, vous avez quoi ? C'est 25 places, 20 places ? Truc comme ça. Non, ça monte un peu plus. Je pense qu'on est autour de 50. Ah ouais, bon, alors j'ai été, mais j'ai peut-être pas vu. Mais en fait, il y a eu des déménagements. Là, ils ont changé les chaises, ils ont mis des bancs, donc je pense qu'on peut mettre un peu plus de gens. Mais voilà, c'est vraiment sur un coin de rue. Ouais. C'est assez petit, c'est l'objectif, et donc c'est aussi des artistes plus émergents. Mais donc il y a un peu ce paradoxe de à la fois on crée cette scène là pour avoir plein de plateaux, plein de jeunes artistes. De ton côté, j'entends qu'il y a un peu une saturation. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est toi comment tu te positionnes à l'idée d'ouvrir un lieu. C'est quelque chose qui est sur ta liste de choses, tu dis tiens, pourquoi pas ? Alors d'abord, juste pour revenir sur l'histoire du Kings que j'ai suivi un peu de près. Ouais. C'est juste qu'il y avait beaucoup d'artistes arrivants, émergents, mais qui ne pouvaient pas remplir des salles de 70 places comme le Grand Kings. Et donc à un moment donné, leur idée c'était de créer une salle plus petite pour que les gens qui n'ont pas encore une grosse notoriété puissent venir jouer là, puis aussi que les artistes un peu plus reconnus qui veulent tester du matériel puissent aller dans une salle plus petite. Et puis aussi rôder des nouveaux spectacles dans ce lieu, quoi. Y compris pour les artistes un peu plus qui ont plus de notoriété, qui peuvent aller le rôder là, quoi. Bien sûr. Okay. Parce que si tu veux rôder un spectacle et que tu veux le faire toutes les semaines, t'as pas forcément envie d'aller dans une grosse salle. Tu préfères jouer dans une petite salle, tester des nouveautés, voir comment le public réagit, peut-être avoir plus facilement des interactions parce que le public est plus proche. Et donc, la raison d'être du Petit Kings est tout à fait cohérente. Oui. Je disais pas qu'elle était pas grande, je voulais... Justement, que tu t'exprimais, que tu... Mais oui, donc il y a de plus en plus d'humoristes, mais c'est bien qu'il y ait de plus en plus de lieux pour que tout le monde puisse jouer. Et puis de toute façon, les meilleurs ou ceux qui apprécient ça le plus resteront et les autres arrêteront ou feront autre chose, quoi. Donc très naturellement, ça va s'étioler tout seul, quoi. Et Vas-y, pardon. Non, dis-moi. Du coup, là, tu dis, il y en a qui s'arrêtent. Tu constates que toi-même, tu as rencontré beaucoup d'humoristes qui ont tenu 3, 6 mois, 1 an, et puis qui s'arrêtent. C'est déjà arrivé, oui, je veux pas dire beaucoup, parce que la plupart continuent, et au pire, s'ils font pas de l'humour, ils font de l'écriture, ou ils bossent sur des séries, ou ils font d'autres choses, tu vois. Okay. Mais après, oui, il y a des gens qui arrivent, et puis qui restent pas, parce que ça marche pas, quoi. Ok, très bien. Non, parce que pour revenir à ce que tu expliquais, tu disais, voilà, là, on arrive à une saturation. Donc, je me demandais, en fait, comment c'est en train de se réguler. Mais peut-être qu'on est justement dans cette phase-là et que les conclusions peuvent pas être encore tirées de, finalement, quand les gens rentrent, comment ils sortent ? Est-ce qu'ils se barrent tout simplement parce que c'est pas pour eux ? Ou, justement, ils vont s'aventurer dans d'autres métiers comme tu parfois, ça peut leur ouvrir des autres portes. Et puis, parfois, ils arrêtent et ils retournent à leur taf d'avant. Parce que, tu sais, parfois, il y a des reconversions où tu te dis, tiens, je vais arrêter mon taf de bureau et je vais devenir artiste. Et puis, au final, peut-être, c'était pas ça qu'il fallait faire, mais autre chose, quoi. D'ailleurs, c'est souvent, en tout cas, moi... j'ai un souvenir, je me souviens plus de tous les noms, mais d'artistes dont c'est finalement ça l'histoire, qui te racontent qu'ils étaient... Il y en a qui arrivent très tard sur scène parce qu'ils ont fait 1000 trucs avant et puis en fait ils se sont rendus compte que c'était pas ce qu'il fallait faire, quoi. Et toi, du coup, l'envie ou non d'ouvrir un lieu, de participer ? Non, moi ça m'intéresse pas d'avoir une accroche physique, tu vois. Puis gérer un lieu, ça veut dire gérer un bar, gérer des stocks, enfin... Un autre métier. Ouais, c'est pas du tout ce que j'aime faire. Ça fait partie des 1000 métiers que j'ai eu en partie avant, mais c'est pas vraiment un truc qui m'intéresse. Moi, justement, ce que j'aime dans mon boulot, c'est de pouvoir être tout le temps en mouvement et que toutes les journées soient très différentes, quoi. Si t'as un lieu fixe, alors même si le spectacle qui vient jouer est différent, c'est quand même tous les jours à la même heure, t'ouvres la porte, tous les jours tu remplis ça, tu nettoies ça, etc. Ça, c'est pas un truc qui m'intéresse, non. Ok. Je me posais la question également de la gestion entre humoristes. Donc, c'est un métier de notoriété, c'est un métier où tu vas aller sur scène, tu cherches, d'une manière ou d'une autre, à être connu, à être reconnu. Bien sûr. C'est un enjeu d'ego, et je crois que c'était la réponse à ma toute première question de pourquoi, qu'est-ce qui te fait vibrer à Fanny, pourquoi tu fais ça ? Elle m'a répondu l'ego, direct, ton de l'humour, mais au final, je pense, fond de vérité. Et le paradoxe, enfin pas le paradoxe, mais la situation, en tout cas en Belgique, moi j'imagine c'est pareil à Paris ou dans toute grande ville, c'est que tu vas avoir plein de gens qui vont évoluer dans le même milieu, qui vont devenir amis, qui vont se voir, et pourtant l'un l'autre vont avoir des chemins de carrière différents. Comment toi tu gères ça dans ta position de manager où tu vas gérer 8 artistes qui vont avoir des parcours différents ? Comment tu gères est-ce que cette jalousie existe ? Est-ce que c'est plutôt de l'envie ?
Alors, je pense que, en tout cas, en Belgique, c'est assez différent des autres pays francophones que j'ai pu visiter, surtout la France, surtout Paris, où Paris, c'est vraiment le centre névralgique de toute la France. Enfin, tous les artistes qui veulent percer vont à Paris. Donc, il y a une espèce de concentration d'énormément de gens où la concurrence peut être parfois négative. Tu vois, il y a des clans, puis si t'es pas dans ce clan-là, t'es dans l'autre, et donc forcément, ça va pas. Et pour l'instant, en Belgique, il n'y a pas ça. J'ai l'impression qu'il y a assez d'entraide et qu'en général, quand un nouveau arrive ou un étranger arrive d'un autre pays parce qu'il veut venir jouer à Bruxelles, bah, y a un accueil, il y a un accompagnement, tout le monde est assez cool et il n'y a pas cette concurrence de se dire oui, il va me prendre ma place, quoi. Ok. Et je sais pas combien de temps ça va durer. Et après, c'est peut-être juste la mentalité belge qui est plus chill et on est moins dans la confrontation, tu vois. Et soit c'est pas des sujets qui sont spécialement abordés avec les personnes que tu manages, ces enjeux-là? Non. Ok. Non, c'est assez rare. Après, comme dans toute boîte et tout collègue, il y a parfois des mésententes ou des non-dits ou des discussions qui ont un peu dérapé. Et dans ce cas-là, c'est pas à moi de faire l'arbitre. Non. Mais t'as une oreille. moi, j'essaie juste de donner un avis objectif. Et je suis assez dans la compréhension. Donc, j'essaie toujours de comprendre la raison pour laquelle la personne en face a pu dire quelque chose de désagréable ou déplacé ou nanana. Et puis parfois il n'y a pas de réponse, mais... Et à quel point tu fais encore tu vois les tournées, les déplacements actuellement? Maintenant tu me dis ton métier a changé, j'entendais que t'as pas mal du coup accompagné en tournée, tu prenais ta caisse, l'humoriste, ta sono, t'allais accompagner l'humoriste jouer puis tu rentrais. À quel point tu vas encore faire ça? Parce que j'entendais que c'est quelque chose qui te fait plaisir, en fait, de faire plaisir. C'est ce que t'exprimais, que tu prenais. Oui. D'ailleurs, je dis toujours que je pense que si j'avais pas eu de voiture, j'aurais jamais fait ce métier parce que vraiment, les tout débuts, c'était parce que j'avais une voiture, que j'accompagnais Fanny et que donc du coup, il y a eu cet effet boule de neige qui faisait qu'on a commencé à être tout le temps ensemble, tu vois. Sur la première tournée de Fanny en France, c'était moi qui l'accompagnais. Okay. Donc là, c'était beaucoup plus énergivore. C'est-à-dire, on prend le train, on part 3-4 jours, etc. Et puis là, je l'ai aussi fait toute une partie, mais là, maintenant... Pour les dates qui vont venir, on a engagé un régisseur externe parce qu'en fait, je peux plus le faire, quoi. Parce que j'ai beaucoup de projets ici en Belgique et donc je peux plus partir 3-4 jours par semaine pendant 3 mois, tu vois. Parce que j'ai besoin d'être présent ici aussi. Et parce que même si travailler à distance est une possibilité, déjà dans le train, le réseau est pas fou, donc tu peux pas travailler comme tu veux. Puis en plus... à partir de 16h, je suis à la salle avec Fanny en train de bosser sur les lumières jusqu'à 23h. Donc, ça veut dire que toute la moitié de ma journée, elle est perdue. Donc, malheureusement, c'est plus un truc que je peux faire. Mais sur la Belgique, en tout cas, je continue de l'accompagner. Et oui, c'est un truc que j'aime faire. Quand j'ai l'occasion de le faire, je le fais, quoi. Fanny et d'autres. Mais parce que j'aime bien cette idée de, allez, on prend la voiture, on part faire une date. Parfois, elle est trop cool et c'est trop bien. Parfois, elle est horrible et on rigole en rentrant. Enfin, tu vois. Et donc, c'est sûr que c'est cette relation-là, à la base, que je préfère, quoi. Ok. Quel équilibre tu as entre ta vie privée et ta vie pro? On a bien compris que c'était poreux. À quel point tu vis ton travail? À quel point tu as des moments où tu déconnectes de ce milieu-là? C'est un équilibre qui est très complexe, hein, parce que c'est quand même un métier qui déborde de partout, quoi. Et encore plus avec le fait que les gens avec qui je passe mon temps privé sont aussi des gens avec qui je travaille. Donc, je pense ne pas avoir d'équilibre du tout. Et en vrai, c'est pas grave. Parce que ça te convient? Oui, ça me plaît comme ça. Et je pense que c'est sur un temps donné, tu vois. Je pense pas que je ferai ça les 40 prochaines années. Là, on est sur un moment où je viens d'emménager à Bruxelles. Enfin, maintenant, ça fait presque 3 ans, mais tu vois, je suis arrivé à Bruxelles. J'ai plein de potes avec qui je m'amuse trop. En plus, on bosse ensemble, c'est cool. Il y en a d'autres avec qui je bosse pas, mais qui sont quand même mes potes. Tous les dimanches, on joue au foot ensemble. Il y a que des humoristes qui jouent au foot, c'est ridicule. Et donc là, pour l'instant, oui, j'aime ça. Et alors, parfois, j'ai besoin d'une journée... Enfin, c'est pas que j'ai besoin, mais des fois, je prends une journée où je check pas mes mails et où je regarde pas de stand-up à la télé parce que j'ai envie de faire autre chose. Ok. Ouais, parce que j'imagine une partie de ton taf, ça va être d'aller découvrir des artistes. Oui, là, pour l'instant, j'ai pas trop le temps de le faire, ce qui est un peu dommage. Mais là, par exemple, en juillet, je vais au Festival d'Avignon où il y a plein de gens qui viennent jouer leur spectacle et ça te permet sur une ville très condensée d'aller voir 3-4 spectacles par jour pendant une semaine
et donc d'emmagasiner plein de nouvelles infos, quoi. Ok. Mais non, sinon, je suis assez satisfait de ça. Après, je peux concevoir que dans le cadre d'une vie amoureuse avec une personne qui n'est pas de ce milieu, ça peut être complexe à gérer, de comprendre pourquoi à 22h30, je réponds à un message de quelqu'un avec qui je travaille. Mais non, moi, pour l'instant, j'aime cette énergie-là et j'aime le fait que ce soit toujours... Ma crainte, ce serait d'avoir un jour un boulot où à 16h ou 17h, tout s'arrête, tu vois. Okay. Et où il n'y a plus de réflexion à avoir jusqu'au lendemain matin, 9-10 heures, parce qu'en fait, c'est un boulot qui est en bloc. Et je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de ça, qui ont besoin de se dire à 17h, je travaille plus, et c'est ma vie privée, et je réfléchis plus au taf. Mais moi, j'ai besoin d'avoir toujours des tiroirs ouverts, et toujours de prendre des notes. Parfois, à 23h30, je pense à un truc, je le note, ou j'envoie un message. Et très souvent, si c'est un humoriste ou une humoriste, à 23h30, ils ne dorment pas. Donc hop, interaction, et puis tout d'un coup, on commence à avoir une discussion à minuit sur un truc de boulot parce que j'ai pensé à un truc, ou elle a pensé à un truc, enfin tu vois. C'est une énergie qui me plaît, quoi. Quelle a été la rencontre qui t'a le plus marqué, toi, dans ce pan de carrière-là? Je pense qu'il y en a eu plein à des degrés différents, quoi. Mais je pense que tout a été une suite très smooth d'enchaînements qui ont fait monter les steps de plus en plus. Puis tu vois que je revois Florence que je connais depuis longtemps, puis que ça s'enchaîne sur Fanny, puis ensuite PE, et puis ainsi de suite jusqu'à monter, à se retrouver à faire un forêt national avec 6000 personnes, etc. Il n'y a pas vraiment un point important, mais oui, j'ai rencontré plein de gens. Et puis aussi rencontrer des gens que tu apprécies, quoi. Tu vois, tu regardes des gens à la télé, et puis tout d'un coup, on est au resto tous ensemble, quoi. Ouais, comme le fait que c'était tout fou et tout cool de parler à Fanny de la radio, quoi. Oui, c'est ça. La première étape, c'était ça. Parler avec la fille de la radio. Et puis après, oui, des fois, j'ai rencontré Roman Fressinet, qui était un humoriste que je suivais depuis super longtemps. Et c'était trop cool. Et puis tu te retrouves à Montreux, qui est un festival que tu regardes à la télé depuis des années. Et puis en fait, tu étais dedans. Enfin, tu vois, et même Cirque Royal. Enfin, c'est vraiment des petites étapes qui s'enchaînent. Et le premier Cirque Royal, c'était fou. Le premier Forêt National, c'était fou. Tu vois, c'est vraiment des petites steps où tu te dis, OK, essayons de prendre le temps de savourer ce qui se passe. Et je me souviens, le premier Forêt, le spectacle est fini, tout le monde s'arrête. Et moi, je suis resté assis dans la salle un peu en regardant la salle vide, en me disant, OK, on l'a fait, quoi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'arrives à profiter? Oui. J'essaie le plus possible de faire des petits... Donc évidemment, les jours de spectacle, c'est des grosses suites de stress et d'organisation. Mais j'essaie toujours de prendre un petit moment pour essayer de profiter du moment présent, tu vois. Et de me dire, OK, on fait un forêt, il est plein, les gens sont debout. On peut être content, quoi. Donc concrètement, en fait, faire un peu une pause dans ce que tu fais et se dire, OK, là... Même si ça dure 5 minutes, tu vois. Ouais, déjà 5 minutes, c'est pas mal. Oui, arrêtons de courir, arrêtons-nous. Et puis la chance que j'ai, c'est que très souvent, pendant que le spectacle joue, on n'a pas énormément de choses à gérer, tu vois. Donc on peut se poser, regarder le spectacle, pas en entier, parce que voilà, il y a des trucs à faire après, mais on peut se poser, profiter du spectacle, écouter les gens qui rient. Et quand tu entends 6000 personnes qui rient et que tu te dis que tu as contribué à ce truc, c'est quand même très réjouissant, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu vois pour la suite? C'est quoi ta vision? Écoute, pour moi, en tout cas, je suis assez satisfait de la situation. Je pense juste on va faire des prods de plus en plus grosses avec Back in the Days et on va faire grossir le festival de Wavre et puis probablement peut-être d'autres projets derrière. Mais j'ai pas d'objectif fou à viser. Vraiment, moi, je me souviens, avant le Covid, il y a eu toute une période de ma vie, avant de monter ma boîte, où je lisais plein de livres de développement personnel, etc., sans trop savoir pourquoi, mais voilà, j'ai tenté. Et même si je trouve, à titre personnel, que 90% de ces bouquins, c'est vraiment du bullshit pour moi. Dis-le. Je trouve qu'il y a 10% qui est bon à prendre, dans certains, pas tous. Et je me dis que peut-être tout ça m'a aidé dans la construction, de me dire, OK, peut-être je peux me lancer, créer ma boîte, etc., parce qu'il y a pas mal de bouquins qui parlent que de ça. Et c'était quoi ta question? Ta vision. Et donc, je me souviens qu'à l'époque, il parlait beaucoup de visualiser
tu vois, la visualisation, etc. Je me souviens quand j'avais mis la compte pour le Cirque Royal, avant de dormir, dans ma tête, j'imaginais le Cirque Royal plein, les gens qui rigolaient, etc. Et puis ça arrivait. Et alors, je crois pas du tout à toutes ces forces surhumaines qui font que c'est parce que je l'ai imaginé que ça arrivait, mais tu vois, le fait de se retrouver dedans, ça te permet de réaliser, ça c'est fait, quoi. Je crois que la théorie derrière, c'est pas tant que tu y penses et donc les forces extérieures vont faire en sorte que ça dépend t'arrive. des bouquins. Il y en a vraiment, Okay. C'est toi qui le crée. Ok, mais pour moi, l'image que j'associe à la visualisation, c'est que comme tu te mets un peu dans cette posture-là de réussite, que naturellement, les actions qui vont ensuite dérouler avec cette vision en tête vont faire en sorte qu'en effet, tu vas maximiser les chances que cet événement se produise. Oui, et je pense que ça a fonctionné pour moi sans même... Consciemment. Oui, sans l'avoir... Il y a d'autres trucs, tu dis, voilà, quoi. il y a 10% qui étaient peut-être pas trop à chier. Qu'est-ce que... S'il y a 2-3 trucs de ces bouquins que tu as retenus à part cette visualisation. Écoute, c'est très flou tout ça pour moi, mais en tout cas, je me souviens que j'avais commencé avec le Miracle Morning qui te disait de lire tous les matins, et donc de fait, j'ai lu beaucoup. Parce que tous les matins, j'étais levé plus tôt pour lire et faire du sport et manger sainement et tout ça, ce qui n'a pas duré longtemps parce que je n'ai aucune hygiène de vie. Mais j'ai lu, 15-20 bouquins de développement personnel en me disant à un moment, inconsciemment, peut-être qu'il faudrait que je fasse autre chose que ce que je suis en train de faire. Ce qui finalement, ellipse, 5 ans plus tard ou 8 ans plus tard est arrivé. Et donc je pense que peut-être il y a une petite graine qui était là sans que je m'en rende compte et qui m'a aidé à avancer. Mais donc oui, ça, la visualisation, c'est un truc que je garde, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai fait mon cirque, après j'ai imaginé Forêt Nationale plein, et puis quand j'étais dans Forêt Nationale plein, c'était un objectif passé, et c'était agréable de pouvoir le savourer, quoi. Ça me fait penser à, donc pour aussi le contexte, qui m'a parlé de toi, donc j'ai Fanny Ruet, quand je lui avais demandé, tiens, est-ce que tu as des personnes que tu me conseilles d'interviewer, j'avais demandé du coup des femmes, pour avoir toujours des femmes dans le podcast, et elle m'a envoyé un homme, et du coup je t'avais gardé dans la liste et je comptais te contacter, et le parallèle c'est que ta cousine Catherine, qui a découvert le podcast via LinkedIn, m'a causé, et elle m'a dit, tiens, mais en fait mon cousin Jonathan Cartelli, ça pourrait être sympa. Et donc voilà, comme souvent quand il y a 2 personnes qui me parlent de toi, de quelqu'un, pardon, je décide de le contacter. Et elle m'a laissé une note vocale, du coup, pour me dire que elle avait l'impression de l'extérieur, comme si tu avais quelque chose pour un feeling pour sentir les allez, putain, j'ai plus le mot, pas les vibes, pas les directions, mais les tendances. Elle avait ce sentiment-là, et que tu étais beaucoup plus un businessman que ce que tu pensais. Alors, c'est possible, mais ça a jamais été une envie en soi, quoi. Ok. Moi, quand j'ai commencé à faire ça avec Florence, et puis ça a toujours été ma ligne directrice, c'était de le faire parce que j'aimais bien la personne en face et que j'avais envie de bosser avec elle et de l'aider, quoi. Jamais je me suis dit je vais être millionnaire, avoir des grosses voitures et des costumes et vivre au soleil, tu vois. Ce qui n'est toujours pas le cas d'ailleurs. Donc je l'ai vraiment pas fait pour ça. Et après, oui, j'ai commencé à bosser avec Fanny, puis ça a explosé, puis j'ai bossé avec PE, ça a explosé. Mais pour moi, comme Mediamart, comme tout ce qui s'est passé avant, c'est plus une espèce d'alignement de chance, entre guillemets, même si on te dit, ouais, la chance, tu vas la chercher, etc. Mais je pense que il s'est juste passé des choses qui se sont suivies, et peut-être qu'en faisant les bonnes choses, en tout cas en faisant les choses qu'on trouve justes, on avance vers des situations qui sont agréables, quoi. Businessman, pour moi, ça a un peu une connotation négative, tu vois. Ça veut dire businessman, c'est le mec qui fume un gros cigare derrière son bureau et qui exploite les gens pour reprendre leur oseille, quoi. C'est tout ce qu'on a compris de cet épisode, non ? Oui, tout à fait, tout à fait. Okay. Mais c'est vraiment... Et je dis pas qu'il y en a pas. Enfin, j'ai déjà rencontré ce genre de personnes, bien sûr, mais il y a pas que ça, quoi. Et c'est pas ce à quoi t'aspires, tout simplement ? Non, pas du tout. Là, tu me parles justement de tout le côté facile. Ça a été quoi tes galères dans ce trajet-là, que ce soit concrète ou même personnelle, dans ta tête, dans ce que tu vivais ? Qu'est-ce qui était compliqué ? Si ça a été compliqué à certains égards. Comme tu l'as compris, je prends tout un peu à la légère. Donc il y a vraiment, même s'il y a eu des moments qui étaient difficiles, je les ai peut-être pas ressentis comme tels. La vraie prise de risque pour moi, ça a été d'abandonner mon travail en me disant, je lâche tout et je me prends 1 an pour essayer de monter mon projet et d'en vivre. Sachant que je pourrais pas revenir en arrière parce que mon taf, ils allaient me remplacer. Et donc après, j'avais envisagé, si ça ne marchait pas, de retourner en bas de l'échelle
en bas de l'échelle. En bas de l'échelle de mon histoire, c'est-à-dire recommencer chez MediaMarkt de zéro et puis de remonter, quoi. Ouais, et recommencer à vendre des appareils photo. Bah oui. Est-ce que des gens achètent encore des appareils photo numériques? Je sais pas, mais bon. Ouais, bah t'aurais sûrement dit, mais oui. J'aurais trouvé autre chose, quoi. Ok. Donc, il n'y a pas vraiment eu de moments difficiles dans mon travail. Bien sûr, il y a des trucs positifs, des trucs négatifs, mais il n'y a jamais rien de grave, quoi. Après, dans l'absolu, je dirais que rien n'est grave dans la vie. Donc, mais tu me demandais, c'était quoi les prochaines étapes, en tout cas. En fait, je pense que une des choses auxquelles j'aspire, c'est de diminuer ma charge de présentiel, tu vois. J'aimerais, donc là, de plus en plus, j'ai des collègues, j'ai une nouvelle collaboratrice proche qui fait presque la même chose que moi, qui est sur les dates, etc. Et là, j'essaie un peu de me détacher de tout ça et d'être un peu moins présent sur toutes les dates, parce que je sais que j'ai tendance parfois à y aller, même s'il n'y a pas besoin que je sois là, parce que j'ai une espèce où je me dis moi-même, je m'oblige moi-même, il faut que tu sois là, il faut qu'on te voie, c'est rassurant pour les gens si tu es là, etc. Et en fait, je me rends bien compte que je suis pas là et tout se passe très bien, quoi. Ouais, c'est la croyance que, même que j'entends que tu déconstruis là déjà, mais d'être un peu indispensable ou que... C'est surtout que j'ai bossé longtemps tout seul et je vais pas dire que j'ai du mal à déléguer, mais j'ai un peu du mal à me dire je sais que moi je mets du cœur à ce que je fais parce que c'est important pour moi et parce que des fois j'en fais un peu plus parce que c'est ma façon d'être, tu vois. J'aime bien prendre soin des gens qui se sentent à l'aise, etc. Et évidemment tout le monde n'est pas comme ça, heureusement. Et parfois en n'étant pas sur une date, je me dis peut-être que ça sera moins bien. Mais en fait, il s'avère que non. C'est le moins bien versus fait différemment, quoi. Et c'est tout l'enjeu de quand tu délègues, quand tu manages des personnes. Tout à fait. Et finalement, je me rends compte que des fois, je suis pas là, je suis chez moi, dans mon canapé, et il y a une date qui se fait ailleurs, et puis l'artiste m'envoie un message pour dire c'était trop bien, merci et tout. Et donc en fait, tout va très bien. Et il faut que je sois... C'est un travail que j'essaie de faire sur moi en me disant, il faut que je lâche un peu, et en fait, tout va bien se passer, et ça sert à rien de me surmener mes semaines tout seul en rajoutant des trucs, quoi. Personne me le demande. Et du coup, ça aussi, c'est nouveau quand tu parles de collaboratrice, donc tu vas aussi manager et gérer des personnes. Bon, tu vas me dire que tu as cette expérience-là du management, de l'accompagnement avec les artistes, mais c'est quand même différent. Ouais, c'est très différent. Justement, j'allais te demander comment tu gères cette partie gestion d'équipe. Alors, gestion d'équipe, la chance, c'est que j'avais fait ça chez MediaMarkt, tu vois, où j'étais responsable d'un département, donc j'avais déjà un peu des équipes. Ici, je gère pas vraiment d'équipe parce que je pense qu'on est 17 et 16 des personnes sont des employés back in the days. Okay. Donc, ils ne sont pas directement ralliés à moi, mais avec qui je collabore parce qu'on partage des tâches. Et depuis 1 an, j'ai une collaboratrice qui est dédiée uniquement à l'humour, donc qui travaille que avec moi. Et ça a été... déjà, j'étais très content qu'elle arrive parce que je sentais bien que tout seul, je commençais à atteindre un plafond où je pouvais plus rajouter de tâches, avoir d'autres projets, et puis surtout avoir des autres idées, tu vois. Parce que je pense que c'est toujours intéressant de travailler avec d'autres personnes pour avoir des autres visions. Et donc là, ça fait 1 an. Et oui, c'est sûr que ça m'a apporté beaucoup de choses, quoi. Ça m'a apporté beaucoup de liberté, beaucoup d'idées qu'elle a eues que j'aurais pas eues. Et puis, on a des caractères assez différents. Donc non, je suis très content qu'elle soit là. Et après, la gestion en tant qu'entreprise, de personnel, etc., écoute, on improvise, quoi. Il y a des artistes là avec qui tu rêverais de bosser? Il y a des artistes que j'aime bien, mais qui sont dans d'autres productions et donc ils ne travaillent pas avec nous. Après, tout ça est mouvant, peut-être que ça changera un jour ou pas. Mais oui, Roman Fressinet, c'est vraiment un des humoristes que j'aime le plus et j'adorerais bosser avec lui. Tu veux dire qu'il a déjà une prod en Belgique qui s'occupe de ces dates? Ok. Mais tu vois, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais beaucoup d'artistes, beaucoup de prods françaises sont assez fidèles. Et donc, si tu commences avec une prod et que ça se passe bien, pourquoi changer? Ce qui est tout à fait cohérent, tu vois. Et à l'époque où Roman a commencé, moi, de toute façon, j'étais même pas là. Donc, il est parti dans une autre prod et ça se passe très bien. Et il travaille avec eux et c'est très raison, quoi. Et moi, je vais le voir quand il vient et je suis très content, quoi. Ok. Mais oui, j'adorerais bosser avec lui. Guillermo Guise, les gens qui me font rire, en fait. C'est ça le nerf, finalement, c'est pour ça que je fais ce métier, quoi. Ça, exactement. Je veux juste pas payer mes spectacles. Je les organise pour les regarder gratuitement, quoi.
Merci Jonathan d'être prêté au jeu. Avec plaisir, ça fait déjà tout ce temps. Ça fait déjà quasi 2 heures. Tu vois, j'avais peur de pas parler, puis finalement... T'inquiète, je me suis jamais trop retrouvé dans cette situation-là. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, que tu aurais aimé aborder J'imagine plein, mais il y a juste un truc que je veux absolument que les gens gardent en tête de tout ça. Ah bah vas-y. C'est que... Donc moi, j'ai monté ma boîte, j'avais 35 ans. Et parfois, je rencontre des gens, ils ont 25 ans et ils disent je sais pas ce que je vais foutre de ma vie. Et en fait, ce que je veux juste que les gens comprennent, c'est que sa vie, elle peut changer à n'importe quel âge, quoi. Alors, ça fait un peu vieux con de dire ça maintenant, mais tu vois, tu peux faire un truc de tes 25 à tes 35 ans qui te plaît pas, et puis tout d'un coup, en fait, il se passe un truc, et puis hop, tu commences à vivre d'un métier qui te plaît, quoi. Donc, je veux juste que les gens ne pensent pas que parce que tu rentres dans un système, t'es coincé dans ce système pour toute ta vie, quoi. C'est un très beau message. Voilà. Merci de le partager, hyper en lien avec ce que j'essaye aussi d'amener comme énergie avec ce podcast. Et moi, je crois que ça m'avait marqué. Un jour, j'avais lu Morgan Freeman, qu'il a commencé à être vraiment connu à partir de 50 piges, tu vois. Et donc, ça va dans cette dynamique-là. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'on peut te suivre? Comment on peut t'aider? Est-ce qu'il y a un appel? Toi, t'as des besoins là dans ton projet, des choses Non, allez voir des spectacles d'humour. Ça, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Et non, intéressez-vous en fait. Je pense que, tu sais, parfois les gens ils prennent que le contenu qu'on leur propose et ils vont pas plus loin. Et donc si ça vous intéresse et si vous si vous aimez les spectacles d'humour, allez aussi voir des jeunes humoristes qui commencent et pas juste des têtes d'affiche à Forêt Nationale, quoi. Et là, je peux envoyer ce message hyper... Enfin voilà, c'est mon expérience. J'ai tenté ça petit à petit depuis... Je crois, j'avais commencé un peu avant le Covid et je me souviens que j'avais été au Kings et puis au Petit Kings et j'ai vraiment jamais été déçu, quoi. Donc non, et puis en plus c'est des plateaux, donc t'as plusieurs humoristes sur ta soirée, donc tu trouves forcément des choses qui te parlent. Alors oui, c'est vrai, quand il y a quelqu'un qui se lance, c'est peut-être sa première ou deuxième fois, on n'en sait rien, et c'est peut-être un peu plus gênant, mais in fine, je me suis toujours poilé. Et donc allez-y, et ça va vous faire du bien. Oui, puis ils ont une bonne programmation, ils programment pas des gens... Non, c'est pour ça que je dis allez-y, moi j'ai jamais été déçu, malgré que tu sais que c'est des personnes que tu vas voir pour la première fois. Bien sûr. Génial, et on peut si on veut te contacter, te dire j'ai adoré l'épisode, merci beaucoup. Instagram. Instagram, de toute façon, je passe ma journée dessus, vraiment, c'est le meilleur endroit. Et oui, pas LinkedIn, t'es pas très LinkedIn. Non, vraiment pas, non, mais je vais essayer. Et toi, du coup, pour conclure, parce que tu t'as demandé que pas mal de gens retiennent quelque chose de l'épisode, savoir qu'il est jamais trop tard pour finalement pour changer, tester et pivoter. Et toi, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode? Bah écoute, je retiens que je suis assez fier du parcours, parce que tu vois, c'est assez rare qu'on fasse un regard en arrière comme ça sur un parcours, et qu'au final, ça a été beaucoup de... Alors moi, j'appellerais ça de la chance, mais beaucoup de chances qui se sont enchaînées, mais qu'au final, je suis dans un endroit là où je suis plutôt content d'être, quoi. Bah écoute, ça fait plaisir à entendre. Bravo pour ça. Tu parlais de chance, et clairement, je pense qu'il y en a, et puis tu as parlé aussi du travail nécessaire, tu vois, pour les artistes. Je pense que tu as aussi fait ce travail-là au moment où c'était opportun. Oui, tout à fait. Bah merci beaucoup, Jonathan. Merci à toi. Merci aux auditeurs et auditrices qui êtes encore là, hein. Franchement, merci à vous pour tout ça. On vous fait des gros bisous, et je vous dis dans 2 semaines. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Écoute, si ça t'a plu, abonne-toi au podcast, laisse un commentaire et des étoiles sur ta plateforme préférée. 5, ce serait vraiment génial. Ça m'aide à toucher plus de monde et à continuer à produire du contenu de qualité. Et le mieux pour moi, c'est de partager cet épisode autour de toi. C'est vraiment grâce à ça qu'on fait grandir la communauté et l'impact du podcast. Tu peux aussi me suivre et me contacter sur Instagram ou LinkedIn. J'y poste du contenu utile sur l'entrepreneuriat. Et surtout, si tu veux discuter de ton projet sans engagement, réserve un appel gratuit sur teamremy.com. Je serai ravi d'échanger avec toi. Un grand merci à Plug de Jack pour leur super studio, à Straz que tu connais depuis le premier épisode pour les jingles, et à Brian Levaux-Bodard pour le montage et le mixage. Porte-toi bien, encore merci, et à la prochaine.